À environ 90 km au nord de Saigon, à un carrefour stratégique de la province de Phuoc Long, 11 bérets verts américains s'apprêtaient, sans le savoir, à vivre un cauchemar qui allait infléchir le cours de la guerre du Vietnam. Nous sommes à la fin du mois de mai 1965. Le détachement A342 du 5e groupe des forces spéciales venait tout juste de prendre position dans un avant-poste isolé nommé Dong Xuai. La mission, en apparence, n'avait rien d'exceptionnel: former les montagnards locaux, encadrer les milices sud-vietnamiennes, renforcer les défenses du camp et affirmer une présence américaine à ce nœud routier où se rejoignaient les axes venant du nord, du sud et de l'ouest. Mais derrière eux, à Saigon, le pouvoir vacillait dangereusement, et cette instabilité politique offrait aux stratèges nord-vietnamiens une opportunité qu'ils jugeaient irrésistible. Le camp, lui-même, était loin d'être achevé. Le 4 juin, 9 Seabees de la Navy, issus de l'équipe d'assistance technique IL-104, avaient rejoint les forces spéciales pour apporter leur savoir-faire en matière de construction. Les fortifications étaient encore incomplètes, fragiles, improvisées. Les Seabees portaient une devise fière et sans équivoque: Construimus, batumus, nous construisons, nous combattons. En quelques jours à peine, ils allaient prouver la véracité de ces mots dans le sang et les flammes. Parmi eux se trouvait Marvin Shields, mécanicien de chantier de 25 ans, ancien bûcheron originaire de Port Townsend dans l'État de Washington. Il avait apporté sa guitare avec lui et, le soir, jouait pour détendre l'atmosphère. Personne ne pouvait imaginer que ce jeune homme jovial deviendrait bientôt le premier et unique Seabee à recevoir la Medal of Honor. Le commandement du camp revenait au capitaine Bill Stokes, officier aguerri des forces spéciales, parfaitement conscient de la précarité de leur position. Sous ses ordres se trouvaient environ 400 combattants montagnards du CIDG, 200 soldats sud-vietnamiens, une batterie d'obusiers, un peloton de véhicules blindés, ainsi que le quartier général de l'administration du district. Le dispositif était réparti en 2 enceintes distinctes, reliées par des moyens de communication. Le camp principal abritait les forces montagnardes, tandis qu'un second périmètre centré autour du bâtiment administratif servait de point de coordination entre officiers américains, sud-vietnamiens et autorités locales. Barbelés, positions fortifiées et champs de mines entouraient les deux complexes. Mais tout cela restait inachevé et le temps jouait contre eux. Ce que le capitaine Stokes et ses hommes ignoraient, c'est que 2 régiments Viet Cong entiers étaient déjà en mouvement. Les 272e et 265e régiments de la 9e division, près de 2000 combattants aguerris, s'infiltraient discrètement dans la région depuis plusieurs jours. Leur armement n'avait rien de celui d'une guérilla ordinaire: mortiers de 60 mm, canons sans recul de 57 mm, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes et même des lance-flammes. Il ne s'agirait pas d'un simple harcèlement nocturne. L'attaque à venir était pensée comme une opération méthodique destinée à anéantir le camp et à envoyer un message qui résonnerait jusqu'à Washington. Le contexte politique rendait le moment idéal. En février 1965, le général Nguyen Can avait été évincé du pouvoir à Saigon, incapable de conserver l'appui ni des bouddhistes ni des catholiques. Le vide politique qui s'ensuivit semblait exploitable. Pour l'été 1965, les planificateurs nord-vietnamiens avaient élaboré une stratégie ambitieuse et impitoyable: lancer des attaques coordonnées à travers tout le sud, détruire les unités régulières de l'ARVN et démontrer que le régime sud-vietnamien ne survivrait pas sans une intervention américaine massive. Dong Xuai fut désigné comme cible prioritaire, non seulement pour sa valeur stratégique, mais aussi parce que sa destruction totale exposerait la vulnérabilité des positions américaines disséminées dans le pays. Parmi les bérets verts prenant position dans la nuit du 9 juin se trouvait le sous-lieutenant Charles Q. Williams. Son parcours incarnait parfaitement la doctrine américaine de la guerre non conventionnelle. Ancien sous-officier de la légendaire 82e division aéroportée, il était devenu officier après l'école des candidats, puis s'était porté volontaire pour les forces spéciales, attiré par l'idée de combattre aux côtés de forces indigènes dans des régions reculées. Intelligent, débrouillard, doté d'un sang-froid remarquable, Williams allait bientôt être confronté à une épreuve dépassant tout ce à quoi sa formation l'avait préparé. Lorsque la nuit tomba ce 9 juin, il ignorait qu'en quelques heures à peine, il mènerait un ultime combat désespéré qui lui vaudrait la plus haute décoration militaire américaine. Les commandants Viet Cong qui préparaient l'assaut avaient appris leur métier face aux Français.
10 ans plus tôt. Il s'avère qu'une victoire ne consistait pas seulement à submerger un camp retranché. Il fallait penser plus large, frapper plus fort et anticiper chaque réaction ennemie. Le 272e régiment reçut pour mission d'attaquer directement le village de Dongsua et le camp des forces spéciales, tandis que le 273e se déployait le long de tous les axes possibles, couvrant les pistes, routes et zones d'atterrissage susceptibles d'être utilisées par des renforts américains ou sud-vietnamiens. Le rôle de ce second régiment était tout aussi crucial: intercepter et anéantir toute tentative de secours, transformer ce qui aurait dû être une opération de sauvetage en piège mortel. Le plan était d'une redoutable sophistication, pensé en profondeur, anticipant chaque réaction possible des Américains. Il ne restait plus qu'à l'exécuter, et cela allait se faire avec une précision glaçante. À l'intérieur du camp, les forces américaines avaient été placées en alerte renforcée. Les rapports de renseignement signalaient une activité ennemie inhabituelle dans la région, sans toutefois pouvoir en déterminer la nature exacte ni le moment. Les bérets verts avaient soigneusement entraîné leurs combattants montagnards, et les hommes du CIDG occupaient leur position avec un calme professionnel. À mesure que la nuit enveloppait la jungle, les soldats sud-vietnamiens procédaient à leur dernière vérification, armes et munitions à portée de main. Les servants d'artillerie s'assuraient que les obus de 105 mm étaient prêts à tirer. Dans le bâtiment du quartier général du district, les radios grésillaient, saturées d'échanges routiniers avec les commandements régionaux. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, du moins pas plus que d'habitude dans ce secteur périlleux du Sud-Vietnam. Pourtant, à moins de 100 mètres des barbelés, des combattants Viet Cong restaient parfaitement immobiles. Ils s'étaient infiltrés avec une patience remarquable, progressant lentement dans la jungle, de nuit, évitant patrouilles et dispositifs de surveillance. Certains étaient en place depuis des heures, d'autres depuis plusieurs jours. Les équipes de mortiers avaient minutieusement réglé leurs tirs, calculant les trajectoires nécessaires pour frapper le centre de transmission, les dépôts de munitions et les postes de commandement. Les mitrailleurs avaient choisi leur axe de feu avec une précision chirurgicale, de manière à ce qu'aucun recoin du camp n'échappe à leurs rafales croisées. Les groupes d'assaut s'érévantent de grenades et charges explosives contre eux, prêts à ouvrir des brèches dans les barbelés et à déferler à l'intérieur du périmètre. Les officiers synchronisèrent leurs montres. Les derniers ordres furent murmurés. Chacun connaissait son rôle dans la tempête imminente. À 23h30, le 9 juin 1965, la jungle s'embrasa. Les premiers obus frappèrent le camp avec une précision dévastatrice. Des mortiers de 60 mm tracèrent des arcs lumineux dans l'obscurité avant de s'abattre au cœur du dispositif des forces spéciales. Presque aussitôt, le claquement sec des canons sans recul de 57 mm déchira la nuit, pulvérisant les positions défensives. En quelques minutes seulement, les artilleurs Viet Cong atteignirent leurs objectifs. Les équipements de communication principaux furent détruits et le poste médical fut réduit en ruine. Coupés de toute aide extérieure, incapables de soigner leurs blessés dans l'infirmerie prévue à cet effet, les défenseurs se retrouvèrent handicapés dès les premières secondes avant même que le moindre assaillant n'atteigne les fils de fer. Le capitaine Bill Stokes courait vers le bunker de commandement lorsque le monde explosa autour de lui. Un éclat de mortier lui transperça les deux jambes, le projetant au sol dans une douleur aveuglante. Tandis qu'il luttait pour rester conscient, le poids de la défense de Dong Xoai bascula brutalement sur des épaules plus jeunes. Le sous-lieutenant Charles Williams saisit une radio portable PRC-10 et tenta frénétiquement de reprendre contact avec les différentes positions du camp. La liaison fonctionnait à peine. Très vite, Williams comprit l'ampleur du désastre. Les défenses étaient méthodiquement broyées par un ennemi bien plus nombreux et bien mieux armé que tout ce qu'ils avaient envisagé. L'assaut Viet Cong se déroulait par vagues successives, apparemment sans fin. Le bombardement initial avait été conçu pour neutraliser les tirs défensifs et ouvrir des brèches, mais les Américains avaient anticipé cette manœuvre et dispersé leurs forces. Les combattants montagnards ouvrirent le feu depuis leur position préparée, fauchant les premiers assaillants arrivés au contact des barbelés. Mais les Viet Cong continuèrent d'avancer avec une détermination terrifiante. Des torpilles Bangalore furent utilisées pour éventrer les obstacles de fils de fer, tandis que des sapeurs dégageaient des passages dans les champs de mines. Ces mines firent des ravages, des dizaines d'assaillants furent tués ou mutilés. Pourtant, pour chaque homme abattu, 5 autres surgissaient,
leurs AK-47 crépitant sans relâche. Le camp se transforma en enfer de feu et de mort. Les traçantes zébraient à la nuit, tissant une toile lumineuse et létale où le moindre mouvement pouvait être fatal. Les Viet Cong employaient des armes rarement vues par les Américains à une telle échelle. Des roquettes anti-chars fracassaient les bunkers dans des explosions assourdissantes, tandis que les mitrailleuses lourdes balayaient les zones découvertes avec une précision implacable. Mais le plus terrifiant restait encore à venir. Les lance-flammes. Des combattants Viet Cong équipés de ces armes terrifiantes avancèrent vers les positions défensives, projetant des gerbes de carburant enflammés qui transformèrent les hommes en torches humaines et forcèrent les défenseurs à abandonner des points pourtant solides. Les cris de ceux qui brûlaient vifs se mêlaient au vacarme de la bataille, ajoutant une dimension psychologique à l'horreur aussi destructrice que n'importe quelle balle ou explosion. À 1h du matin, le 10 juin, alors que l'assaut atteignait un degré de désespoir extrême, l'aide arriva du ciel. Le 3e peloton de vol de la 118e compagnie d'aviation, connue sous l'indicatif Bandit, lança en urgence 2 hélicoptères UH-1B Huey depuis la base aérienne de Bien Hoa, située à une trentaine de kilomètres au sud du champ de bataille. Parmi les pilotes figurait l'adjudant-chef Ralph Orlando, qui fonça à travers la nuit en direction du bruit des tirs. Ce qu'il découvrit au-dessus de Dong Xuai le bouleversa, malgré des mois d'opérations de combat déjà passées au Vietnam. Dans son journal, Orlando écrirait plus tard que le village et le camp étaient en ruine, avec au moins 7 positions de mitrailleuses de calibre .50 disséminées dans la zone. Il observa, horrifié, les Viet Cong utilisant des lance-flammes contre les défenseurs et lançant des assauts en vagues humaines contre le périmètre, une démonstration de violence coordonnée qui rappelait davantage une guerre conventionnelle qu'une simple guérilla. Les hélicoptères des bandits ouvrirent immédiatement le feu. Les mitrailleurs de sabord et les paniers de roquettes s'acharnèrent sur les positions de mitrailleuses lourdes qui déchiraient les défenses du camp. Mais dès le début des passes d'attaque, les artilleurs ennemis reportèrent leur attention vers le ciel. Les hélicoptères furent aussitôt pris sous un feu nourri venant de plusieurs directions, contraignant les pilotes à manœuvrer brutalement, zigzagant pour éviter d'être abattus. Les appareils épuisèrent en pace rapidement leurs munitions dans une tentative frénétique de réduire les tirs adverses. Plusieurs nids de mitrailleuses furent réduits au silence, mais la masse des combattants Viet Cong rendait toute inversion de la situation impossible. Une fois leurs armes vides, les bandits durent rompre le contact et regagner leur base, laissant les défenseurs seuls face au déluge de feu. Au sol, le lieutenant Williams livrait un combat sur tous les fronts à la fois. Il dirigeait ce qu'il restait des tirs défensifs, tentait d'établir une liaison fiable avec l'échelon supérieur, organisait l'évacuation des blessés vers des zones un peu plus sûres et s'efforçait de maintenir un semblant d'ordre au cœur d'un chaos total. Les combattants montagnards du CIDG démontraient pleinement leur valeur, tenant leur position avec un courage remarquable malgré l'augmentation constante des pertes. Mais vers 2h30 du matin, environ 3 heures après le début des combats, la réalité s'imposa. Le périmètre extérieur ne tiendrait plus. Les forces du CIDG cédaient sous la pression incessante, et les Américains présents dans les 2 enceintes risquaient d'être submergés, tués ou capturés. Williams prit alors la décision la plus douloureuse pour un chef au combat, ordonner le repli. Il donna instruction à tout le personnel américain de se regrouper dans le bâtiment du quartier général du district, la structure la plus défendable du complexe. Bérets verts et Seabees se ruèrent à travers les tirs ennemis, portant les blessés, récupérant au passage tout ce qu'ils pouvaient sauver en armes et en munitions. Le sergent-chef James T. Taylor Jr., infirmier des forces spéciales, participa à l'évacuation du capitaine Stokes, grièvement touché, aidé par Marvin Shields et un autre Seabee. Qu'ils aient réussi à franchir cet enfer de feu tenait presque du miracle. Des dizaines de combattants montagnards et de soldats sud-vietnamiens parvinrent eux aussi au bâtiment administratif, décidés à livrer un ultime combat aux côtés des Américains qui les avaient formés. Le quartier général devint alors une forteresse dans la forteresse. Sa construction plus solide offrait une protection relative contre les armes légères, côtes et les éclats. Mais il était complètement encerclé, privé de toute perspective de secours immédiats et saturé de blessés nécessitant des soins qui faisaient cruellement défaut. Quelqu'un parvint à remettre en service une radio alimentée par batterie, établissant un lien fragile avec l'extérieur. Lorsque Williams se précipita vers le poste de communication pour l'utiliser,
Des éclats de grenade le frappèrent à l'abdomen et au bras droit. C'était sa 4e et sa 5e blessure depuis le début de la bataille. Il n'en tint aucun compte. Malgré le sang qui coulait de multiples plaies, Williams utilisa la radio pour diriger des frappes aériennes de l'US Air Force, attirant la fureur de la puissance aérienne américaine sur les positions Viet Cong qui se rapprochaient inexorablement du bâtiment. La situation dépassait le désespoir. Le camp était, de fait, tombé. Le périmètre extérieur appartenait désormais à l'ennemi. Les Américains et leurs derniers alliés vietnamiens étaient entassés dans un seul bâtiment, encerclés par peut-être 1 millier de combattants ennemis qui progressaient méthodiquement vers eux. Les communications étaient au mieux intermittentes. Le temps, lui, jouait contre eux. Les réserves médicales étaient épuisées. Les munitions s'amenuisaient dangereusement, et l'aube était encore à plusieurs heures. Les défenseurs ignoraient totalement si des renforts arriveraient à temps ou s'ils allaient tous mourir ici, dans cet avant-poste perdu au cœur de la jungle, simple note de bas de page dans une guerre sur le point de s'embraser, bien au-delà de tout ce que l'on pouvait imaginer. Et pourtant, même dans cet instant d'absolue détresse, le courage continuait de s'exprimer. Marvin Shields, bien qu'il fût avant tout mécanicien de construction, formé à bâtir plutôt qu'à détruire, combattait avec la férocité d'un fantassin aguerri. Il se déplaçait de position en position, tirait sans relâche, aidait à coordonner la défense et, surtout, maintenait un esprit combatif qui empêchait les autres de céder lorsque l'espoir semblait s'être évanoui. Le lieutenant Williams, saignant de 5 blessures distinctes, refusa toute évacuation. Il continua à diriger la défense, sa voix calme à la radio servant de point d'ancrage au milieu du chaos. C'étaient des soldats américains ordinaires, loin de chez eux, luttant pour leur survie et celle de leurs camarades dans un endroit que la plupart de leurs compatriotes n'auraient su situer sur une carte. Ce qu'ils allaient accomplir dans les heures suivantes susciterait l'admiration d'une nation entière et transformerait la manière dont l'Amérique mènerait ses guerres. Lorsque les premières lueurs de l'aube, le 10 juin, commencèrent à éclaircir le ciel à l'est, la situation à Dong Choai demeurait catastrophique. Le bâtiment du quartier général tenait encore debout, mais il ressemblait à une île assiégée, encerclée par une mer de combattants ennemis. Tout au long de la nuit, les défenseurs avaient repoussé attaque après attaque, chacune semblant plus acharnée que la précédente. Les Viet Cong avaient utilisé tout leur arsenal contre le bâtiment, des rafales de mitrailleuses qui rongeaient les murs, des obus de canon sans recul explosant avec une violence assourdissante et le souffle terrifiant des lance-flammes projetant des torrents de feu liquide à travers fenêtres et portes. À l'intérieur, la scène relevait d'une désespérance maîtrisée. Les blessés gisaient là où il restait un peu de place, certains à peine conscients, d'autres serrant les dents face à une douleur qu'aucune dose de morphine ne parvenait vraiment à apaiser. Le capitaine Stokes, les jambes déchiquetées par des éclats, demeurait lucide et tentait encore de conseiller ses hommes. Le lieutenant Williams parcourait sans cesse le bâtiment, vérifiant les positions, redistribuant les rares munitions restantes, encourageant des soldats qui ne tenaient plus que par le courage et l'adrénaline. Les Seabees avaient pleinement incarné la dimension combattante de leur devise. Ils servaient les armes aux côtés des bérets verts et des soldats sud-vietnamiens avec une efficacité qui démentait leur formation initiale de bâtisseurs. À l'extérieur, les Viet Cong se regroupaient pour ce qui ressemblait à l'assaut final. Leur commandant savait qu'une fois le jour pleinement levé, la puissance aérienne américaine deviendrait de plus en plus meurtrière. Ils étaient donc déterminés à écraser les défenseurs avant que cet avantage ne puisse être exploité. À travers des jumelles, dans la visibilité encore incertaine de l'aube, les Américains apercevaient de vastes formations ennemies se rassembler pour ce qui s'annonçait clairement comme une attaque massive en vagues humaines. Si cette offensive parvenait à percer les défenses du bâtiment, il n'y aurait ni fuite ni reddition, seulement la mort. Certains blessés américains avaient fait déjà retirer les goupilles de leurs grenades, les tenant prêtes comme ultime recours en cas de percée. C'est alors, dans cet instant de péril absolu, que le lieutenant Williams et Marvin Shields se portèrent en volontaires pour une mission qui ressemblait à un suicide certain. Des positions de mitrailleuses ennemies, en particulier une mitrailleuse de calibre .30, installée à environ 150 mètres du bâtiment, abattait systématiquement quiconque osait apparaître à l'extérieur. Placée idéalement pour balayer les espaces dégagés autour du quartier général, cette arme rendait tout mouvement en plein jour impossible. Williams et Shields comprirent que tant que cette position resterait active, aucune résistance prolongée, aucun secours n'était envisageable. Il faudrait quitter la relative protection du bâtiment, traverser un terrain découvert sous le feu,
et réduire cette mitrailleuse au silence. Les deux hommes se préparèrent avec le calme méthodique de soldats conscients qu'ils allaient probablement mourir. Williams, déjà touché 5 fois, vérifia son arme et rassembla des grenades. Shields, le CB à la guitare venu de l'État de Washington, fit de même. Ils attendirent une accalmie. Puis d'un seul mouvement, ils jaillirent par la porte et s'élancèrent vers la position ennemie. Les Viet Cong ouvrirent immédiatement le feu depuis plusieurs directions. Les balles soulevaient la terre tout autour des deux Américains tandis qu'ils zigzaguaient à travers cette zone de mort. Ils avançaient portés uniquement par le courage et la détermination, conscients que la survie de leurs camarades dépendait de leur réussite. Depuis le quartier général, les défenseurs fournirent un tir de couverture désespéré. Leurs armes crépitaient sans relâche, tentant de clouer l'ennemi au sol et d'offrir à Williams et Shields la moindre chance de parvenir jusqu'à leur objectif. Au-dessus du champ de bataille, les avions de l'US Air Force piquaient en rase-motte, lançant des passes de mitraillage. Leurs canons labouraient les concentrations Viet Cong. Le vacarme était assourdissant. Un grondement continu mêlant explosions, rafales et moteurs d'aéronefs qui étouffait toute pensée, ne laissant place qu'à un instinct primitif. Avancer, combattre, survivre encore une seconde. Williams portait un lance-roquette M72 LABU, une arme alors récente capable de donner à un simple fantassin une puissance de feu redoutable contre des positions retranchées. En se rapprochant de la mitrailleuse ennemie avec Shields, il s'agenouilla, épaule à l'arme et tira. La roquette fendit l'air et frappa la position adverse à près de 150 mètres. L'explosion fit taire la mitrailleuse, mais seulement pour un instant. D'autres postes continuèrent à cracher le feu. Williams tira une seconde roquette, puis une troisième. L'effet cumulé des 3 charges fut dévastateur. L'emplacement de la mitrailleuse fut pulvérisé, son équipe anéantie, l'arme réduite au silence. C'était une démonstration de précision et de sang-froid sous une pression extrême, le genre de tir qui décide de l'issue d'un combat et sauve des vies. Aussitôt, Williams et Shields entamèrent leur repli vers le bâtiment du quartier général. Leur mission accomplie contre toute attente. Mais alors, une seconde mitrailleuse ennemie, restée silencieuse jusque-là, entra en action. La première rafale frappa les deux hommes. Williams fut touché au bras droit et à la jambe droite, les balles déchirant les muscles, brisant les os. Marvin Shields reçut 2 impacts dans la jambe droite, des blessures catastrophiques qui broyèrent les os et sectionnèrent des vaisseaux majeurs. Les 2 Américains s'effondrèrent lourdement dans la poussière, tandis que les balles continuaient de siffler au-dessus d'eux. Malgré ces nouvelles blessures, Williams parvint à rejoindre Shields et commença à le tirer vers un abri. Le lieutenant était désormais touché à 7 reprises. Son corps n'était plus qu'un enchevêtrement de plaies qui auraient dû le plonger dans l'inconscience, victime du choc et de la perte de sang. Mais il refusa d'abandonner Shields, traînant le CB grièvement blessé sur le sol alors que les impacts éclataient tout autour. D'autres défenseurs jaillirent du bâtiment, bravant le feu ennemi pour aider à ramener Williams et Shields en lieu sûr. Les infirmiers se précipitèrent aussitôt sur les 2 hommes. Les blessures de Shields étaient cependant désespérées. Sa jambe droite était ravagée, et il se vidait de son sang à une vitesse alarmante. Malgré la gravité de son état, Shields demeurait conscient, et de façon presque irréelle gardait son sens de l'humour. Le matelot infirmier de 2e classe, James Keenan, s'acharna à tenter de le stabiliser. Plus tard, il se souviendrait que Shields plaisantait jusqu'au bout, conservant cet esprit positif qu'il avait toujours caractérisé à Dong Shoai. Mais tous ceux qui voyaient ses blessures savaient une chose, sans soins médicaux lourds, et très vite, il n'y survivrait pas. La destruction de la mitrailleuse avait offert aux défenseurs un sursis précieux, mais elle n'avait pas changé la réalité de leur situation. Ils restaient encerclés, les munitions continuaient de s'épuiser. Le secours espéré pouvait ne jamais arriver. Les Viet Cong rassemblaient déjà leurs forces pour une nouvelle attaque. Et à l'intérieur du bâtiment, les défenseurs étaient épuisés, blessés, au bord de l'effondrement. Le soleil matinal monta lentement dans le ciel, révélant un paysage de désolation. Le camp que les bérets verts et les Seabees avaient mis tant d'efforts à construire n'était plus qu'un amas fumant de ruines. Des corps jonchaient le terrain, américains, sud-vietnamiens, montagnards et Viet Cong, morts mêlés dans l'égalité brutale de la violence. Au quartier général de la 118e compagnie d'aviation à Bien Hoa, les opérateurs radio recevaient des messages de plus en plus désespérés en provenance de Dong Shoai. Le sergent-chef Harold Crow, l'un des radio-opérateurs des forces spéciales qui avait réussi à maintenir un lien pendant toute la bataille,
transmit ce que beaucoup redoutaient être son dernier message. Ces mots étaient secs, glaçants. J'utilise la dernière batterie de la radio, il n'y a plus de munitions, nous sommes tous blessés. Les plus gravement touchés tiennent des grenades, goupilles retirées. Le WC attaque en vagues humaines. La dernière vague a été repoussée, mais une autre arrive. Dans la salle des opérations de la compagnie d'aviation, chaque homme comprit immédiatement ce que cela signifiait. Sans une intervention immédiate, tous les Américains à Dong Shoai allaient mourir. Le major Harvey Stewart, commandant de la 118e compagnie d'aviation, écouta le message et prit une décision qui définirait à jamais son caractère et l'esprit de l'aviation de l'armée américaine au Vietnam. Il se leva, regarda son état-major et prononça 3 mots qui deviendraient légendaires. « J'y vais ». C'était une déclaration d'engagement absolu, un refus catégorique d'abandonner des soldats américains, quel qu'en soit le prix. Stewart commença aussitôt à organiser une mission de sauvetage que tous savaient probablement sans retour. Il appela alors des volontaires parmi ses pilotes et chefs de bord. Tous les hommes présents firent un pas en avant, sans exception. 3 UH-1B Huey seraient engagés dans la tentative, escortés par des hélicoptères armés chargés de fournir le feu de couverture. Le plan était d'une simplicité brutale. Pénétrer dans une zone d'atterrissage totalement encerclée, se poser sous le feu, embarquer autant de survivants que possible, puis tenter de s'extraire avant d'être abattus. Les chances de réussite étaient infimes, les chances de survie, encore moindres. Et pourtant, personne n'hésita. Tandis que le major Stewart et ses équipages se préparaient à cette mission désespérée, une autre tragédie se déroulait déjà dans les airs, au-dessus et autour de Dong Shoai. Depuis les premières heures du matin, plusieurs tentatives d'insertion de renforts sud-vietnamiens avaient été lancées. Chacune s'était soldée par un désastre. Le 269e régiment Viet Cong s'était déployé le long de toutes les zones d'atterrissage probables et des axes d'approche, créant des zones de tir imbriquées qui transformaient chaque insertion héliportée en piège mortel. Les embuscades furent exécutées avec un niveau de sophistication tactique qui stupéfia même les conseillers américains les plus aguerris. Il ne s'agissait plus de guérilleros surgissant de l'ombre, c'étaient des soldats entraînés, appliquant un plan coordonné, anticipant méthodiquement chacun des mouvements adverses. La première tentative majeure de renfort eut lieu à l'aube. Des éléments du 1er bataillon du 7e régiment d'infanterie de l'ARVN furent embarqués à Phuoc Vinh et transportés par hélicoptère vers Dong Shoai. La zone d'atterrissage choisie se trouvait à environ 4 km au nord du camp, près de la plantation d'EVA de Tuan Loa. À mesure que les hélicoptères descendaient, les pilotes et chefs de bord aperçurent ce qui sembla être des civils au sol, certains agitant les bras dans ce qui ressemblait à un salut amical. Les mitrailleurs de sabord américains retinrent leur feu, refusant de tirer sur ce qui pouvait être de simples villageois. Les hélicoptères se posèrent. Les soldats sud-vietnamiens sautèrent hors des soutes et commencèrent à se déployer pour sécuriser la zone. C'est alors que les civils se jetèrent dans des positions de combat préparées, si parfaitement camouflées qu'elles étaient invisibles depuis les airs. Des mitrailleuses lourdes ouvrirent le feu depuis plusieurs directions, établissant un feu croisé dévastateur qui faucha les troupes de l'ARVN en terrain découvert, sans aucun abri. Ce fut un massacre. Des hommes tombèrent avant même d'avoir pu épauler leurs armes ou chercher une protection. En quelques minutes, l'ensemble de la force débarquée était morte, mourante ou dispersée dans la jungle, tentant désespérément de fuir. Les hélicoptères eux-mêmes furent pris sous le feu. Les pilotes luttaient pour arracher leurs appareils du sol tandis que les balles perçaient la fine carlingue d'aluminium et faisaient éclater les pare-brises en plexiglas. La plupart réussirent à s'échapper, lourdement endommagés. Mais le bataillon d'ARVN qu'ils avaient tant à déposer fut virtuellement anéanti en moins de 20 minutes. Les équipages regagnèrent leur base sous le choc et rendirent compte du désastre. Pourtant, la nécessité de renforcer Dong Shoai était si critique qu'un nouvel assaut héliporté fut ordonné presque immédiatement, cette fois sur un autre site, la piste en herbe de la plantation de Duan Loa. Les commandants pensaient que les Viet Cong ne pouvaient pas avoir préparé des embuscades sur tous les points d'atterrissage possibles. Ils se trompaient. Les chefs Viet Cong avaient anticipé exactement ce raisonnement et avaient également déployé des troupes couvrant la piste. Lorsque la seconde vague d'hélicoptères, transportant des éléments du 43e régiment de la RVN, approcha,
Les artilleurs ennemis attendirent avec une discipline glaciale. Les appareils se posèrent. Une fois encore, les soldats sud-vietnamiens débarquèrent, dans un champ de mort. Cette fois, l'embuscade incluait des armes encore plus lourdes. Une équipe de mortiers, ayant pré-réglé ses tirs, commença à pilonner la piste avec une précision terrifiante. L'un des hélicoptères, Blue Tail 1, du 2e peloton de vol de la 118e compagnie d'aviation, venait tout juste de déposer ses troupes et entamer sa remise de gaz lorsqu'un obus de mortier le frappa de plein fouet. Le huet bascula en plein vol et explosa, boules de feu et de débris s'écrasant au sol. Les 4 membres d'équipage et 2 conseillers américains à bord furent tués sur le coup. Un autre conseiller, qui venait à peine de quitter l'hélicoptère, parvint à saisir sa radio et se mit à hurler des avertissements aux appareils encore en approche, tentant désespérément de les empêcher d'atterrir dans le même piège. Puis sa transmission s'interrompit, brutalement. On ne l'entendit plus jamais. Plus tard, l'adjudant-chef Ralph Orlando, le pilote des bandits qui avait assuré l'appui-feu pendant toute la bataille, écrirait dans son journal que, sur plus de 500 soldats de l'ARVN insérés sur les 2 zones d'atterrissage, environ 250 étaient portés disparus, une expression militaire glaciale signifiant qu'ils étaient morts, capturés ou perdus dans la jungle. L'ampleur du désastre dépassait presque l'entendement. En l'espace de quelques heures, les Viet Cong avaient pratiquement anéanti 2 bataillons de l'ARVN et tué plusieurs membres d'équipage d'hélicoptères américains ainsi que des conseillers militaires. Les embuscades avaient été menées avec une telle précision, une telle efficacité meurtrière, que les commandants de haut niveau durent prendre une décision douloureuse, suspendre toute nouvelle insertion héliportée. Les zones d'atterrissage autour de Dong Xuai étaient devenues de véritables zones de mise à mort. Y envoyer davantage d'hommes ne ferait qu'alimenter un broyeur à vies humaines. Mais tandis que les opérations par hélicoptère étaient stoppées, d'autres unités sud-vietnamiennes progressaient par voie terrestre vers Dong Xuai. Le 52e bataillon de Rangers de l'ARVN, une unité d'élite réputée pour son agressivité et son efficacité au combat, reçut l'ordre de lancer une attaque au sol afin de reprendre le camp et de secourir les défenseurs assiégés. Ces Rangers représentaient sans doute ce que l'armée sud-vietnamienne avait de meilleur. Bien entraînés, solidement encadrés, aguerris au combat rapproché d'une brutalité extrême qui caractérisait la guerre du Vietnam. Ils quittèrent leur base et commencèrent leur progression vers Dong Xuai, en sachant parfaitement qu'ils s'avançaient vers une bataille ayant déjà coûté des centaines de vies. Ils tombèrent presque aussitôt dans une nouvelle embuscade soigneusement préparée. Des combattants Viet Cong avaient aménagé des positions défensives le long des axes d'approche et ouvrirent le feu dès que les Rangers entrèrent à portée. Mais, contrairement aux troupes héliportées massacrées dans les zones d'atterrissage, les Rangers étaient des prêts à se battre. Ils ripostèrent immédiatement, leurs armes tonnant tandis qu'ils manœuvraient pour prendre l'avantage. S'ensuivit un combat d'une sauvagerie extrême, mètre par mètre, à travers la jungle et les plantations d'EVA. Aucun des 2 camps ne voulait céder le terrain. Les Rangers subirent de lourdes pertes, des pertes sévères, mais continuèrent d'avancer avec une détermination implacable. Dans l'après-midi du 10 juin, ils avaient réussi à atteindre les abords de la ville de Dong Xuai et commençaient à reprendre certaines parties du camp des forces spéciales, ravagées par les combats. C'était un progrès chèrement payé, acheté au prix du sang, mais un progrès tout de même. En avançant, les Rangers découvrirent des scènes d'horreur, des corps de civils pris dans les tirs croisés, des bâtiments détruits encore fumants, du matériel abandonné ou pulvérisé. Mais ils trouvèrent aussi des survivants. D'ennemis, de petits groupes de combattants montagnards et de soldats sud-vietnamiens qui avaient tenu toute la nuit et se trouvaient désormais dans un état critique. L'arrivée des Rangers ne mit pas fin au combat, mais elle fit basculer l'élan pour la première fois depuis le début de l'assaut Viet Cong. Le lendemain, 11 juin, une nouvelle tentative de renforcement fut lancée lorsque le 7e bataillon aéroporté de l'ARVN fut déployé près de la zone de Tuan Loa, avec pour mission de rechercher des survivants des insertions précédentes et d'élargir l'opération de secours. À ce stade, les Viet Cong avaient déjà retiré une grande partie de leurs forces, conscients que continuer à combattre de jour face à la puissance aérienne américaine entraînerait des pertes intenables. Mais ils avaient laissé suffisamment d'hommes sur place pour tendre une dernière embuscade. Les parachutistes de l'ARVN, pourtant parmi les troupes les mieux entraînées du Sud, pénétrèrent à leur tour dans une zone de mort soigneusement préparée. Le combat qui s'ensuivit décima le bataillon.
Au matin suivant, seuls 159 des 479 parachutistes engagés à Dong Shuai restaient en état de combattre. Tous les autres étaient morts, blessés ou portés disparus. Ce furent des Rangers du 52e bataillon qui retrouvèrent finalement et sauvèrent LTJG Frank Peterland et IOCC Johnny McCulley, les deux Seabees qui tenaient la berme nord-est du camp lorsque leur position avait été submergée. Les deux hommes avaient vécu une épreuve que peu auraient pu imaginer survivre. Peterland s'était battu jusqu'à épuiser ses munitions, puis avait franchi les barbelés pour se réfugier dans la jungle. Il passa la journée suivante à éviter les patrouilles ennemies, progressant silencieusement dans un terrain qu'il connaissait à peine, s'appuyant sur chaque parcelle de formation et d'instinct pour échapper à la capture. McCulley connut un sort similaire. Blessé par des éclats et une balle de mitrailleuse, il refusa pourtant d'abandonner. Accompagné de 2 soldats vietnamiens, il atteignit une petite scierie près du village et s'y cacha tout au long du 10 juin, écoutant les bruits de la bataille et se demandant si un secours arriverait un jour. Le matin du 11 juin, lorsque les Viet Cong se retirèrent enfin et que les Rangers sécurisèrent meilleure la zone, les deux Seabees furent retrouvés vivants et évacués vers la sécurité. Les chiffres des pertes liées à ces opérations de secours étaient vertigineux, illustrant brutalement à quel point la bataille de Dong Shuai avait été meurtrière. 8 membres d'équipage d'hélicoptères américains avaient été tués, dont l'équipage de Blue Tail 1. 5 conseillers de l'armée américaine avaient péri en tentant de coordonner les forces de l'ARVN. Environ 400 soldats sud-vietnamiens, issus de différentes unités, avaient été tués ou portés disparus. Les Viet Cong avaient atteint exactement l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Ils avaient infligé des pertes catastrophiques, non seulement aux défenseurs du camp, mais à toutes les unités qui avaient tenté d'intervenir. La bataille démontrait de la manière la plus brutale qui soit que les hélicoptères américains étaient vulnérables, que les forces sud-vietnamiennes pouvaient être détruites isolément et que le Viet Cong possédait à la fois la maîtrise tactique et la puissance de feu nécessaires pour mener des opérations conventionnelles de grande ampleur. Et pourtant, au cœur même de cette succession de désastres, le courage continuait de s'exprimer. Des pilotes américains d'hélicoptères continuaient l'un à un de voler vers des zones mortelles pour évacuer les blessés, pleinement conscients que chaque approche pouvait être la dernière. Les Rangers sud-vietnamiens combattaient avec une détermination qui forçait le respect de tous les Américains témoins de leur engagement. Les combattants montagnards, dont la loyauté envers les conseillers des forces spéciales Kwamareta, forces spéciales qui les avaient formés, était indéfectible, tenaient leur position bien au-delà de ce que toute logique humaine aurait permis d'espérer. Et dans le bâtiment du quartier général du district, au cœur de Dong Shuai, un groupe d'Américains attendait le secours. Ils s'étaient enjurés de tenir 1 heure de plus, 1 minute de plus, 1 seconde de plus, refusant de se rendre ou d'abandonner, quel qu'en soit le prix. Aux alentours de 13 heures, le 10 juin, le major Harvey Stewart décolla de Bien Hoa aux commandes de l'hélicoptère de tête d'une formation de 3 appareils, sur le point de tenter l'impossible. Derrière lui volaient 5 autres pilotes et leurs chefs de bord, tous volontaires, ayant accepté la quasi-certitude de la mort pour sauver des camarades américains piégés à Dong Shuai. Des hélicoptères d'attaque encadraient en la formation. Leurs pilotes savaient qu'ils devraient neutraliser la puissance de feu d'un régiment entier pour offrir aux appareils de sauvetage la moindre chance d'entrer et d'en ressortir vivants. Tandis que les hélicoptères progressaient vers le nord au-dessus de la jungle, chaque homme à bord savait que les probabilités de succès étaient inférieures à 50%. Mais aucun n'avait hésité lorsque Stewart avait demandé des volontaires. Le vol jusqu'à Dong Shuai dura environ 30 minutes. En approchant de la zone, les pilotes aperçurent dans des colonnes de fumée s'élevant de multiples foyers d'incendie. Le camp en contrebas semblait avoir subi un bombardement d'artillerie massif. Des bâtiments étaient détruits ou gravement endommagés. Des véhicules brûlaient encore. Le sol était criblé de cratères laissés par les mortiers. Des soldats ennemis étaient visibles, se déplaçant parmi les ruines, en nombre plus réduit toutefois, désormais que le jour était levé et que la puissance aérienne américaine opérait sans relâche. Les contrôleurs aériens avancés de l'US Air Force avaient déclaré l'ensemble de la zone du camp de Dong Shuai zone de frappe libre. Tout appareil sur zone était autorisé à engager des cibles sans demande préalable. Des chasseurs bombardiers effectuaient des passages répétés, larguant napalm et bombes explosives dans un effort méthodique pour réduire les tirs ennemis avant l'arrivée des hélicoptères de sauvetage.
À l'intérieur du bâtiment du quartier général, les défenseurs avaient été informés. Les hélicoptères arrivaient. Le lieutenant Williams, désormais à peine capable de se tenir debout en raison de ses 7 blessures et de la perte massive de sang, prit en main l'organisation de l'évacuation. Les blessés furent regroupés près des sorties, prêts à être portés ou soutenus jusqu'à la zone d'atterrissage. Les hommes encore capables de combattre furent positionnés pour assurer le feu de couverture pendant les minutes critiques où les hélicoptères seraient les plus exposés. Le capitaine Stokes, les jambes détruites, mais l'esprit toujours lucide, prodiguait conseils et encouragements depuis l'endroit où il était allongé. Tous comprenant la réalité de la situation, c'était leur seule chance. Si ces hélicoptères étaient repoussés ou abattus, il n'y aurait pas de seconde tentative. C'était vivre ou mourir. Le major Stewart amena sa formation vite et bas. Les hélicoptères fonçaient au ras des arbres, tandis que les appareils d'escorte déversaient leur feu sur les positions ennemies. Les Viet Cong ouvrirent le feu depuis de multiples emplacements. Leurs armes pointaient vers le ciel, traçant des jets de lumière mortels en direction des appareils américains. Des balles traçantes sillonnaient l'air dans les deux sens, composant un spectacle de lumière à la fois hypnotique et terrifiant. Les hélicoptères d'attaque lancèrent des roquettes sur les positions de mitrailleuses identifiées, leurs charges explosant en boules de feu orange mêlées de fumée noire. Les mitrailleurs de sabord sur chaque appareil maintenaient leurs gâchettes enfoncées. Les M60 martelaient tout ce qui bougeait au sol. Le bruit était écrasant. Le hurlement des turbines, le claquement incessant des mitrailleuses, le sifflement et l'explosion des roquettes, tout se mêlait en un vacarme total. Les 3 hélicoptères de sauvetage freinèrent brutalement et se posèrent dans une petite clairière près du bâtiment du quartier général. Avant même que les patins ne touchent le sol, chefs de bord et mitrailleurs sautèrent déjà pour charger les blessés. Les défenseurs surgirent du bâtiment, portant leurs camarades, traînant du matériel, se déplaçant avec la vitesse désespérée d'hommes qui savaient que chaque seconde comptait. Le feu Viet Cong redoubla d'intensité, des balles claquèrent dans l'air, frappant tout autour des hélicoptères. Les mitrailleurs de sabord américains ripostaient, sans relâche. Leurs armes chauffaient à blanc, presque fumantes, tandis que les douilles de laiton s'abattaient au sol en pluie métallique. Les pilotes maintenaient les moteurs à pleine puissance, prêts à décoller à la moindre seconde si la situation devenait intenable. Marvin Shields fut porté jusqu'à l'un des hélicoptères par ses camarades Seabees, le matelot infirmier de 2e classe James Keenan restant constamment à ses côtés. Malgré des blessures catastrophiques, malgré la perte massive de sang qui aurait dû le plonger dans l'inconscience ou le tuer, Shields parlait encore. Il plaisantait même avec les hommes autour de lui. C'était une démonstration de courage si saisissante que ceux qui en furent témoins s'en souviendraient toute leur vie. Keenan s'acharnait à le stabiliser pendant le chargement, parfaitement conscient que la vie du jeune Seabee s'échappait peu à peu, mais refusant d'abandonner. Lorsque Shields fut hissé à bord de l'hélicoptère, il remercia chacun de ceux qui l'avaient aidé. Sa voix était faible, mais son esprit restait intact. Le lieutenant Williams supervisait l'évacuation avec le même calme et le même professionnalisme dont il avait fait preuve tout au long de la bataille. Il veillait à ce que les blessés les plus graves embarquent en priorité, à ce que tous ceux qui pouvaient être sauvés soient décomptabilisés, à ce que personne ne soit laissé derrière. Ce n'est qu'une fois tous les autres Américains, ainsi qu'un maximum de combattants sud-vietnamiens et montagnards installés à bord, que Williams accepta à son tour d'être aidé vers un hélicoptère. Il fut le dernier Américain à quitter le sol, respectant cette tradition militaire immémoriale selon laquelle le chef est le dernier à abandonner le champ de bataille. Alors qu'on le hissait à bord, le feu ennemi continuait de crépiter. Les balles perçaient la fine carlingue d'aluminium du huée, trouant le fuselage et la poutre de queue. L'hélicoptère du major Stewart fut le premier à s'arracher du sol. Sa turbine hurla tandis que le pilote tirait toute la puissance disponible, l'appareil grimpant péniblement vers l'altitude. Les 2 autres hélicoptères suivirent quelques secondes plus tard, les 3 machines s'élevant rapidement sous des tirs venant de toutes parts. L'un des chefs de bord fut touché. Une balle lui érafla le bras, le faisant saigner sans toutefois l'incapaciter. Un autre appareil encaissa des impacts dans le compartiment moteur, endommageant des systèmes secondaires, mais sans provoquer de crash. Les hélicoptères d'attaque effectuèrent une dernière passe, tirant leurs ultimes roquettes et munitions pour couvrir la fuite des appareils de sauvetage, puis rompirent le contact et se regroupèrent pour le vol de retour. Contre toute attente,
les 3 hélicoptères de sauvetage parvinrent à s'échapper. Le courage et le leadership du Major Stewart lors de cette mission lui vaudront plus tard la Distinguished Service Cross, la 2e plus haute décoration américaine pour bravoure. À l'intérieur des hélicoptères, durant le vol vers les installations médicales, l'horreur réelle de la bataille se révéla pleinement. Les appareils étaient bondés de blessés. Le sang recouvrait les sols et les sièges. L'air était saturé de l'odeur de cordite, de sueur et de chair brûlée. Les infirmiers et chefs de bord travaillaient frénétiquement pour maintenir en vie les blessés les plus graves, comprimant des plaies, posant des perfusions, administrant de la morphine. Certains hommes étaient encore conscients, hurlant de douleur. D'autres fosses étaient plongés dans l'inconscience ou le choc. Les hélicoptères volaient aussi vite que leur moteur le permettait, chaque kilomètre rapprochant les blessés des soins avancés dont ils avaient désespérément besoin. Marvin Shields s'accrocha aussi longtemps qu'il le put. Keenan resta à ses côtés durant tout le vol, lui parlant, l'encourageant, faisant tout ce qui était médicalement possible pour le maintenir en vie. Shields demeura conscient pendant une grande partie du trajet, conservant cet état d'esprit positif qu'il avait toujours défini. Il plaisantait jusqu'au bout, se souviendrait plus tard Keenan. Et puis, quand c'est arrivé, c'était très calme, rien de dramatique, il s'est simplement endormi. Ainsi mourut le premier et le seul Seabee à avoir reçu la Medal of Honor dans toute l'histoire des guerres américaines. Marvin Shields était venu à Dong Shoai pour construire, pour renforcer le camp et aider les forces américaines à s'implanter en territoire hostile. Il avait finalement incarné la seconde moitié de la devise de son service. Nous construisons, nous combattons. Et il avait combattu avec un courage qui ne serait jamais oublié. Les hélicoptères atterrirent dans des centres médicaux où médecins et infirmiers se ruèrent pour prendre en charge les blessés. Le lieutenant Charles Williams, malgré ses 7 blessures, était resté conscient pendant toute l'évacuation. Il fut immédiatement conduit au bloc opératoire, où les chirurgiens s'efforcèrent de réparer les dégâts causés par les éclats et les balles. Le jeune officier survivrait à ses blessures, même si sa convalescence serait longue et douloureuse. Plus encore, il survivrait pour recevoir une reconnaissance pour bravoure que très peu de soldats américains ont jamais connue. Ses actions à Dong Shoai, son refus d'abandonner malgré des blessures répétées, son commandement dans les heures les plus sombres et son assaut contre la mitrailleuse ennemie aux côtés de Marvin Shields lui valurent une proposition pour la Medal of Honor. Tandis que les blessés étaient là pris en charge et que les hélicoptères de sauvetage étaient ravitaillés et réarmés, la bataille de Dong Shoai entrait dans sa phase finale. Les Rangers de l'ARVN avaient réussi à pénétrer dans le camp et entreprenaient un nettoyage méthodique des dernières poches de combattants Viet Cong. La puissance aérienne américaine continuait de frapper sans relâche. Les chasseurs bombardiers enchaînaient les passes, leurs bombes et le napalm transformant de larges portions du champ de bataille en paysages lunaires de cratères et de cendres. Ayant atteint l'essentiel de leurs objectifs, infliger des pertes massives et démontrer leur capacité, les Viet Cong commencèrent à se replier. Ils se fondirent dans la jungle, emportant leurs blessés et tout l'équipement récupérable, laissant derrière eux un champ de ruines qui choqua même des vétérans aguerris. Dans l'après-midi du 11 juin, Dong Shoai repassait sous contrôle allié. Parler de victoire aurait pourtant relevé d'une déformation grotesque de la réalité. Le camp était détruit, la ville en ruine, des centaines de morts jonchaient le terrain, et les blessés se comptaient par centaines. La bataille avait montré avec une clarté brutale que la guerre du Vietnam entrait dans une phase nouvelle, bien plus dangereuse. Il ne s'agissait ni d'une embuscade de guérilla ni d'un raid limité. C'était une attaque coordonnée, impliquant plusieurs régiments, menée avec un niveau de sophistication tactique et de puissance de feu qui prit de court les planificateurs américains. Le Viet Cong avait prouvé qu'il pouvait concentrer des forces, conduire des opérations complexes et infliger des pertes catastrophiques aux troupes américaines comme sud-vietnamiennes. Les conséquences de Dong Shoai furent immédiatement débattues au plus haut niveau du commandement militaire et politique américain. Le général William Westmoreland, commandant des forces américaines au Vietnam, comprit que la bataille marquait un tournant fondamental. La mission de conseil de petits détachements américains formant et appuyant les forces sud-vietnamiennes ne suffisait plus face à une menace de cette ampleur. Les États-Unis allaient devoir engager des forces terrestres de combat majeures au Vietnam ou risquer de voir l'armée sud-vietnamienne défaite méthodiquement, unité après unité, par un adversaire de plus en plus puissant et compétent.
En ce sens, la bataille de Dong Xuai fut l'un des tournants clés menant à l'engagement militaire massif des États-Unis dans la guerre du Vietnam. Mais pour les hommes qui avaient combattu à Dong Xuai, ces considérations stratégiques comptaient moins que la réalité immédiate. Ils avaient survécu à des probabilités écrasantes, affronté un ennemi qui aurait dû les anéantir. Ils avaient s'y tenu juste assez longtemps pour que le secours arrive. Ils avaient perdu des amis, vu des horreurs qui les hanteraient toute leur vie, et étaient poussés aux limites absolues de l'endurance humaine. Et pourtant, ils avaient survécu. Dans les jours et les semaines qui suivirent, à mesure que leurs blessures guérissaient et que les souvenirs s'imposaient, ils comprirent qu'ils avaient vécu quelque chose d'exceptionnel. Ils avaient repris part à l'un des combats de petite unité les plus intenses des premières années de la guerre du Vietnam. Et ils avaient démontré que les soldats américains, même poussés au point de rupture, ne cédaient pas. Dans les jours qui suivirent l'évacuation des Américains retranchés dans le bâtiment du quartier général du district, l'ampleur réelle de la bataille commença à apparaître. Les chiffres donnaient le vertige. 3 soldats des forces spéciales américaines avaient été tués. 2 Seabees de la Navy, dont Marvin Shields, avaient perdu la vie. 8 membres d'équipage d'hélicoptères américains étaient morts lors des tentatives de renfort, leurs appareils abattus ou détruits au sol. 5 conseillers de l'armée américaine avaient été tués en essayant de coordonner les troupes sud-vietnamiennes pendant les opérations de secours. Parmi les 15 Américains présents dans le camp au moment de la bataille, tous sauf un avaient été blessés, certains à plusieurs reprises. Un taux de perte supérieur à 90%, témoignage implacable de la violence des combats. Les pertes sud-vietnamiennes et montagnardes furent encore plus lourdes. À l'intérieur même du camp, environ 43 combattants montagnards du CIDG et soldats sud-vietnamiens avaient été tués en combattant aux côtés des Américains. Beaucoup d'autres furent en blessés ou portés disparus. Les opérations de secours coûtèrent la vie à près de 400 soldats de l'ARVN issus de différentes unités. Le 1er bataillon du 7e régiment d'infanterie, des éléments du 43e régiment et le 7e bataillon aéroporté, tous décimés dans des embuscades méticuleusement préparées par le Viet Cong. Lorsque tous les chiffres furent compilés, les pertes militaires et paramilitaires sud-vietnamiennes atteignaient près de 1200 hommes, tués, blessés ou disparus. C'était l'une des pires défaites subies par l'ARVN jusqu'alors. Le bilan civil, lui, demeura largement inconnu, comme trop souvent dans ce conflit. Dong Xuai, capitale de district, abritait plusieurs centaines de civils, dont les familles des miliciens stationnés sur place. Leur sort, pour beaucoup, se perdit dans le silence laissé par les ruines et la guerre. Beaucoup de ces habitants avaient tenté de se protéger pendant que la bataille faisait rage, se réfugiant dans des abris, des caves, ou tout autre endroit susceptible de les protéger de la tempête de feu qui balayait leur ville. Malgré ces efforts désespérés, les pertes civiles furent terribles. Des estimations ultérieures évoquèrent environ 300 civils tués durant les combats, pris au piège entre des forces ennemies sans aucun lieu sûr où fuir. À cela s'ajoutaient près de 2500 personnes déplacées, rendues sans abri par la destruction quasi totale de Dong Xuai. Elles devinrent des réfugiés de plus, rejoignant les millions de Vietnamiens dont la vie fut brisée par cette guerre interminable. Le Viet Cong avait lui aussi payé un lourd tribut, même si les chiffres exacts restèrent flous, comme toujours lorsqu'il s'agissait d'évaluer les pertes ennemies. Les estimations américaines faisaient état de 500 à 700 combattants Viet Cong tués, pertes infligées principalement par la puissance aérienne américaine et par la défense acharnée du camp. Ces chiffres représentaient peut-être un tiers de la force d'assaut, un pourcentage significatif, mais insuffisant pour empêcher le Viet Cong d'atteindre nombre de ses objectifs. Il avait démontré sa capacité à mener des attaques coordonnées de grande ampleur, infliger de lourdes pertes aux forces américaines et sud-vietnamiennes, et prouver que les camps des forces spéciales n'étaient pas invulnérables face à un assaut déterminé. D'un point de vue strictement militaire, le Viet Cong pouvait donc revendiquer un succès stratégique, même si l'issue tactique restait indécise. L'un des aspects les plus troublants de l'après-bataille fut la découverte de ce qui était arrivé aux soldats de l'ARVN, héliportés près de Tuan Loy. Les équipes de recherche mirent au jour des fosses communes improvisées, suggérant que certains soldats sud-vietnamiens avaient été capturés puis exécutés. D'autres étaient manifestement morts en combattant, leurs corps retrouvés dans des positions indiquant qu'ils avaient tenté de se regrouper et de résister après l'embuscade.
D'autres encore s'étaient enfoncés dans la jungle et ne furent jamais retrouvés. Leur sort demeura inconnu. Les soldats massacrés dans ces zones d'atterrissage étaient tombés dans des pièges, si minutieusement préparés, si parfaitement exécutés, qu'ils n'avaient pratiquement aucune chance de survie. C'était une leçon amère, révélatrice des capacités réelles de l'ennemi auxquelles les forces américaines faisaient désormais face. Dans les hôpitaux où les survivants américains étaient soignés, le coût humain, physique et psychologique de la bataille apparaissait de plus en plus clairement. Le lieutenant Charles Williams subit plusieurs interventions chirurgicales pour réparer les dégâts causés par ses 7 blessures. Les médecins durent reconstruire des os brisés, réparer des muscles déchirés et prévenir toute infection susceptible de compliquer sa guérison. Williams eut la chance qu'aucune balle ni aucun éclat n'ait touché d'organe vital. Mais l'accumulation de blessures laissait présager une rééducation longue et éprouvante. Malgré tout, sa principale préoccupation restait ses hommes. Il demandait sans cesse des nouvelles des pertes, de ceux qui avaient survécu et de ceux qui n'étaient pas revenus, faisant preuve du même sens du commandement et de la même attention envers ses subordonnés qui avaient marqué sa conduite au combat. Les autres survivants américains affrontaient des épreuves similaires. Certains souffraient de blessures légères, appelées à guérir avec le temps. D'autres devraient en vivre avec des handicaps permanents, des séquelles qui les accompagneraient toute leur vie. Tous, sans exception, portèrent des blessures invisibles, psychologiques, tout aussi réelles que les cicatrices physiques. Ils avaient connu le combat dans ce qu'il avait de plus intense, vu des amis mourir, frôler la mort eux-mêmes à plusieurs reprises. Assimiler ce traumatisme prendrait des années, si tant était qu'il puisse l'être un jour. Beaucoup se réveilleraient en sursaut pendant des décennies, hantés par les souvenirs des mortiers, des rafales de mitrailleuses, de ce moment où le monde s'était réduit à le feu, la mort et la nécessité de survivre encore une seconde. Le LTJG Frank Peterlin et IOCC Johnny McCulley, les 2 Seabees qui avaient réussi à s'échapper du camp avant de se cacher dans la jungle puis d'être secourus par les Rangers, avaient vécu leur propre calvaire. Tous 2 s'étaient abattus avec bravoure, servant des mitrailleuses et des canons sans recul sur la berme nord-est du camp jusqu'à ce que leur position soit submergée. Ils avaient ensuite pris la décision déchirante de fuir, plutôt que d'être tués ou capturés, se frayant un chemin à travers les lignes ennemies, échappant aux patrouilles Viet Cong pendant des heures. Peterlin avait été blessé par des éclats d'obus, tandis que McCulley avait été touché à la fois par des éclats et une balle de mitrailleuse. Qu'ils aient survécu à leurs blessures, à leur fuite et à leur dissimulation en territoire ennemi tenait presque du miracle. Qu'ils aient conservé la discipline et la lucidité nécessaires pour rester cachés jusqu'à l'arrivée des forces amies témoignait de la qualité de leur entraînement et de la force de caractère qui définissait les Seabees. Lorsque la nouvelle de la bataille de Dong Xoai se répandit dans la communauté militaire américaine au Vietnam, elle provoqua une onde de choc. Dans chaque unité, on comprit que quelque chose avait changé. Le conflit venait de franchir un seuil, et plus rien, désormais, ne serait comme avant. La 118e compagnie d'aviation se retrouva fortement sollicitée lors des opérations qui suivirent. Jour après jour, elle effectuait des vols de reconnaissance, déposait de petites patrouilles et procédait à des évacuations sanitaires chaque fois que le contact avec l'ennemi était signalé. L'intensité de ces missions, ajoutée aux pertes encore fraîches de Dong Xoai, imposait une pression écrasante sur les hommes comme sur les machines. Les pilotes et chefs de bord enchaînaient plusieurs sorties quotidiennes. Les équipes de maintenance travaillaient sans interruption, jour et nuit, pour maintenir les hélicoptères en état de voler. Le sommeil se faisait rare, le stress omniprésent. Chacun fonctionnait à la limite de ses capacités. Le 20 juin 1965, 11 jours après la bataille initiale, la 118e mena ce qui allait devenir l'une des dernières grandes opérations liées à Dong Xoai. Des rapports de renseignement faisaient état de petits groupes Viet Cong encore présents dans la zone. Une mission fut planifiée afin d'insérer des équipes de reconnaissance et d'assurer un appui-feu héliporté si l'ennemi était localisé. 3 hélicoptères, Thunderbird, menés par le major Stewart en personne, s'engagèrent dans la zone en début d'après-midi. La zone d'atterrissage se situait à l'extérieur de l'ancien camp des forces spéciales, dans un secteur déjà ratissé par les Rangers de l'ARVN, mais susceptible d'abriter encore des combattants d'ennemis. Les appareils descendirent avec une prudence extrême, fruit de semaines d'expérience durement acquises. Les mitrailleurs de sabord scrutaient la lisière des arbres, doigts sur la détente, prêts à tirer au moindre signe suspect. Les pilotes maintenaient leur machine en mouvement constant,
refusant toute immobilité, toujours prêts à rompre et à prendre de l'altitude si une embuscade se déclenchait. Lorsque les hélicoptères se posèrent, les équipes de reconnaissance sautèrent au sol et sécurisèrent rapidement les abords immédiats. Aucun tir ennemi, aucune embuscade. Seulement le silence étrange d'un champ de bataille où la guerre s'était déplacée ailleurs, mais où les cicatrices demeuraient. La mission se déroula sans incident. En fin d'après-midi, tous les survivants du camp qui s'étaient cachés ou avaient échappé aux patrouilles ennemies furent localisés et évacués. La bataille de Dong Shuai était enfin réellement terminée. La journée de combats intenses du 10 juin avait coûté très cher à la 118e compagnie d'aviation. Un équipage complet et son hélicoptère avaient été perdus lorsque Blue Tail 1 fut frappé de plein fouet par un obus de mortier. Presque tous les appareils engagés ce jour-là revinrent criblés d'impacts. Fuselage percé, pales de rotor endommagées, instruments pulvérisés. 10 Purple Hearts furent décernés à des membres de la 118e pour des blessures subies lors des opérations de Dong Shuai. Le major Stewart reçut la Distinguished Service Cross pour son commandement lors de la mission de sauvetage. Plusieurs autres pilotes et chefs de bord furent décorés de Silver Star, de Distinguished Flying Crosses et de Bronze Star pour faits de bravoure. La performance de l'unité à Dong Shuai devint une référence, un standard auquel seraient comparées toutes les opérations futures. La bataille avait propulsé la 118e compagnie d'aviation au premier plan de l'histoire de l'aviation de l'armée américaine. Durant ces journées désespérées, ces équipages avaient démontré ce dont des hélicoptères étaient capables lorsqu'on les poussait à l'extrême. Ils avaient atterri dans des zones qui auraient dû être des pièges mortels. Ils avaient assuré l'appui-feu de troupes au sol dans des conditions impossibles. Ils avaient évacué des blessés sous le feu, maintenu des appareils endommagés en état de vol et accompli chaque mission confiée, quel qu'en soit le prix. La devise de l'unité, It shall be done, avait été confirmée encore et encore à Dong Shuai. À travers tout le Vietnam, d'autres unités d'hélicoptères regardèrent désormais la 118e comme un exemple de ce que la détermination et le courage pouvaient accomplir. Pour les Rangers de la RVN qui avaient combattu jusqu'à Dong Shuai et contribué à reprendre le camp, la bataille fut à la fois une victoire et une tragédie. Ils avaient approuvé que les forces sud-vietnamiennes pouvaient se battre efficacement même face à des probabilités écrasantes. Les pertes avaient été lourdes, mais ils n'avaient pas cédé. Ils n'avaient pas reculé. Ils avaient continué d'avancer jusqu'à atteindre l'objectif. Le 52e bataillon de Rangers, en particulier, gagna le respect de tous les Américains témoins de son action. Ces soldats avaient combattu avec une compétence et une détermination comparables à celles de n'importe quelle unité américaine. Leur capacité à traverser une embuscade préparée et à reprendre des portions du camp témoignait de leur entraînement, de leur encadrement et de leur courage. Mais ces succès ne pouvaient effacer l'échec global des opérations de secours, les massacres dans les zones d'atterrissage, la destruction de 2 bataillons de l'ARVN en quelques heures, la perte de centaines d'hommes dans des embuscades exécutées avec une précision implacable. Tout cela révélait de graves failles dans la conduite des opérations. Le Viet Cong avait démontré un niveau de sophistication tactique et de renseignement de champs de bataille qui stupéfia les planificateurs américains. Il savait exactement où les forces de secours atterriraient, avait préparé des positions couvrant plusieurs zones d'atterrissage et avait exécuté son plan avec une discipline redoutable. Dong Shuai n'était pas seulement une bataille, c'était un avertissement. Ce n'était pas une guérilla chanceuse ou improvisée. C'était un combat mené par de véritables soldats face à un ennemi qui apprenait, s'adaptait et évoluait bien plus vite que nombre de commandants américains ne l'avaient cru possible. Les enseignements de Dong Shuai furent analysés avec une attention obsessionnelle par les professionnels du monde militaire à tous les échelons. Les officiers du renseignement cherchèrent à comprendre comment le Viet Cong avait pu concentrer 2 régiments entiers sans être détectés avant qu'il ne soit trop tard. Les planificateurs opérationnels disséquèrent les décisions qui avaient nous conduit à engager des troupes dans des zones devenues de véritables pièges mortels. Les responsables de l'aviation étudièrent les tactiques d'emploi des hélicoptères et la manière de mieux appuyer les forces terrestres dans des environnements à menace élevée. Les logisticiens, quant à eux, calculaient ce qu'il faudrait pour déployer, approvisionner et soutenir des forces terrestres américaines bien plus importantes, désormais clairement nécessaires. La bataille avait généré une somme considérable de connaissances durement acquises, payées au prix du sang, des enseignements susceptibles d'éviter de futurs désastres.
L'une des leçons les plus cruciales concernait l'emploi des hélicoptères dans des zones d'atterrissage contestées. L'hypothèse selon laquelle la mobilité aérienne américaine permettrait d'insérer rapidement des troupes n'importe où et à tout moment avait été brutalement mise à l'épreuve à Dong Xoai. Le Viet Cong avait démontré qu'il pouvait préparer à l'avance des positions couvrant les zones d'atterrissage probables et y concentrer une puissance de feu suffisante pour anéantir des troupes héliportées avant même qu'elles ne puissent s'organiser. Les opérations futures exigeraient une reconnaissance bien plus approfondie, une neutralisation préalable plus efficace des positions ennemies, ainsi que des plans de secours solides lorsque les zones d'atterrissage s'avéreraient impraticables. Le concept de mobilité aérienne restait valide, mais les méthodes de sa mise en œuvre devaient évoluer, à la lumière de ce qui avait été appris à Dong Xoai et ailleurs. La bataille souligna également l'importance vitale de la puissance aérienne pour empêcher une défaite tactique de se transformer en catastrophe totale. Les chasseurs bombardiers de l'US Air Force et les hélicoptères armés de l'armée américaine, qui avaient assuré un appui-feu continu tout au long des combats, avaient empêché le Viet Cong d'anéantir complètement les défenseurs. Le napalm, les roquettes et les rafales de mitrailleuses tirées depuis les airs avaient tué un grand nombre de combattants ennemis et brisé des assauts à des moments décisifs. Sans cet appui aérien, il est presque certain que chaque Américain présent à Dong Xoai aurait été tué. La leçon était limpide. La supériorité aérienne américaine constituait l'avantage décisif, capable de compenser l'infériorité numérique ou les désavantages tactiques au sol. Les opérations futures devraient impérativement garantir aux forces terrestres, américaines comme sud-vietnamiennes, un accès permanent à un appui aérien réactif et massif. Pour le gouvernement et l'armée sud-vietnamien, Dong Xoai s'inscrivait dans une série d'événements révélant leur vulnérabilité face à des attaques communistes de grande ampleur. L'instabilité politique qui avait suivi la chute du général Khan en février n'avait toujours pas été résolue. L'armée peinait à maintenir sa cohésion tout en affrontant un adversaire manifestement de plus en plus puissant. Les pertes effroyables subies lors des opérations de secours soulevèrent de sérieuses interrogations sur l'état de préparation et les capacités de la RVN. Si certaines unités, comme les Rangers, s'étaient battues avec bravoure, d'autres formations avaient été détruites avec une facilité déconcertante. L'armée sud-vietnamienne aurait besoin de davantage de formation, de meilleurs équipements, d'un commandement renforcé et surtout de temps, beaucoup de temps, pour devenir une force capable de tenir seule face au Viet Cong et, de plus en plus, face aux unités régulières nord-vietnamiennes. À Hanoï, les dirigeants nord-vietnamiens virent dans la bataille de Dong Xoai la confirmation de la justesse de leur stratégie offensive estivale. Ils cherchaient à infliger de lourdes pertes aux forces sud-vietnamiennes et à démontrer que l'effort de conseil américain était insuffisant pour empêcher les victoires de communistes. À ces deux égards, Dong Xoai fut un succès. L'absence de forces terrestres américaines en nombre significatif permit d'attribuer la défaite principalement aux faiblesses de la RVN, renforçant ainsi le discours nord-vietnamien selon lequel le gouvernement de Saigon était intrinsèquement faible et ne survivait que grâce au soutien militaire américain. La bataille consolida les arguments politiques, au nord, en faveur de la poursuite et de l'intensification des opérations militaires dans le sud. Les implications stratégiques de Dong Xoai dépassaient largement le cadre tactique immédiat. La bataille montrait clairement aux décideurs américains qu'un point de bascule avait été atteint. Les États-Unis pouvaient poursuivre la mission de conseil en acceptant le risque de nouvelles défaites similaires et, à terme, l'effondrement possible du Sud-Vietnam. Ou bien ils pouvaient engager des forces terrestres de combat majeures, transformant le conflit d'une guerre sud-vietnamienne soutenue par l'Amérique en une guerre américaine soutenue par le Sud-Vietnam. Cette décision historique serait finalement prise par le président Lyndon B. Johnson en juillet 1965, lorsqu'il autoriserait le déploiement massif de troupes de combat américaines au Vietnam, une décision dont les racines plongeaient directement dans le sang, le feu et les leçons de Dong Xoai. Même si de nombreux facteurs pesèrent dans la décision finale, la bataille de Dong Xoai fut l'un des événements clés qui rendirent l'escalade inévitable. Par une chaude journée de juin 1966, exactement un an après les combats de Dong Xoai, le sous-lieutenant Charles Q. Williams se tenait dans la East Room de la Maison-Blanche, tandis que le président Lyndon B. Johnson s'apprêtait à lui remettre la Medal of Honor. Williams portait son uniforme de cérémonie, droit, impeccable, malgré les blessures qui continuaient parfois à le faire souffrir. Son corps avait guéri des 7 blessures reçues durant cette nuit infernale,
Mais les souvenirs, eux, restaient aussi vifs que le jour où ils étaient nés. Pendant que le président Johnson évoquait ses actions, son courage sous le feu, son refus d'abandonner malgré des blessures répétées, Williams pensait aux hommes qui n'étaient jamais rentrés chez eux. Il pensait à Marvin Shields et à tous les Américains tombés à Dong Shuai. Les mots du président ce jour-là saisirent l'essence même de ce que Williams et ses camarades avaient accompli. « Nous sommes réunis ce matin pour honorer un soldat américain d'un courage exceptionnel », déclara Johnson. « Lieutenant Williams, il est difficile pour votre président de trouver des mots capables d'exprimer la profonde gratitude et l'admiration que vos concitoyens éprouvent pour ce que vous avez fait. » Le président lut ensuite la citation officielle détaillant les actions de Williams. Comment il avait pris le commandement lorsque le chef du camp avait été grièvement blessé, comment il avait organisé la défense tout en étant lui-même touché, comment il avait dirigé des frappes aériennes qui avaient sauvé la vie de ses hommes, et comment il avait mené l'assaut contre une mitrailleuse ennemie alors qu'il avait déjà été blessé 5 fois. La citation frappait par sa précision et par ce qu'elle révélait de la violence extrême du combat. Elle décrivait Williams touché 7 fois en 14 heures, chaque blessure suffisamment grave pour mettre hors de combat la plupart des hommes. Et pourtant, il avait continué à se battre. Elle relatait sa décision de regrouper le personnel américain dans le bâtiment du quartier général lorsque le périmètre extérieur s'était effondré. Elle soulignait sa coordination des frappes aériennes qui empêchèrent le Viet Cong d'anéantir la dernière position défensive. Et elle évoquait enfin son assaut aux côtés de Marvin Shields contre la mitrailleuse ennemie, une action décisive pour la survie de tous ceux retranchés dans le bâtiment, mais qui valut à Williams 2 nouvelles blessures et coûta la vie à Shields. Lorsque le président Johnson passa le ruban bleu clair de la Medal of Honor autour du cou de Williams, le jeune officier conserva son maintien militaire. Mais ceux qui le connaissaient aperçurent de l'émotion dans son regard. Cette médaille ne représentait pas seulement ses propres actes. Elle incarnait le courage de tous ceux qui avaient combattu à Dong Shuai, des survivants comme des morts. Williams accepta la décoration en leur nom autant qu'au sien, conscient d'être simplement celui choisi pour représenter la bravoure collective des défenseurs du camp. Dans ses brèves paroles de remerciement, il insista sur l'effort d'équipe. Il parla des combattants montagnards qui avaient tenu bon, des équipages d'hélicoptères qui avaient bravé le feu ennemi pour apporter soutien et évacuation. Ces mots furent sobres, empreints d'humilité, révélant le même caractère qui avait fait de lui un chef respecté au cœur de la bataille. Un mois plus tard, en juillet 1966, le président Johnson présida une seconde cérémonie de Medal of Honor, cette fois à titre posthume. Joan Shields, la veuve de Marvin, et leur jeune fille Barbara se tenaient dans la Maison-Blanche pour recevoir la médaille au nom du Seabee tombé au combat. La cérémonie fut douloureuse pour tous les présents. Joan Shields avait perdu son mari, Barbara avait perdu son père, et la Navy avait perdu l'un de ses meilleurs hommes. Le président Johnson parla du sacrifice de Shields avec une émotion visible, pleinement conscient de la portée historique du moment. C'était la première fois qu'un Seabee recevait la plus haute décoration militaire américaine. La citation de la Medal of Honor de Shields décrivait avec force la nature exceptionnelle de son courage. Elle rappelait qu'il s'était porté volontaire pour accompagner le lieutenant Williams dans l'assaut contre la mitrailleuse ennemie, qu'il avait aidé à tirer les roquettes qui détruisirent toute la position et qu'il avait été mortellement blessé lors du repli, sans jamais se plaindre ni perdre son esprit positif. Le texte laissait transparaître quelque chose de l'homme qu'il était, l'ancien bûcheron venu au Vietnam avec sa guitare, affrontant la mort avec des plaisanteries et des mots d'encouragement pour ceux qui l'entouraient. Les paroles du président Johnson à Joan et Barbara Shields furent simples, mais profondément marquantes. Leur mari et leur père étaient Nporbanan, au service de leur pays, et ce sacrifice ne serait jamais oublié. La Navy entreprit rapidement d'honorer la mémoire de Marvin Shields d'une manière qui garantirait que son nom continuerait de vivre. Le premier camp de Seabees construit au Vietnam, situé à Chu Lai, fut rebaptisé Camp Shields la même année. C'était un hommage parfaitement approprié. Il liait le nom de Marvin Shields à la mission de construction qu'il avait conduit au Vietnam. Le camp devint rapidement un centre logistique et une base de construction majeure, soutenant les opérations militaires dans toute la région. Chaque Seabee affecté à Camp Shields apprenait l'histoire de Marvin Shields. Tous comprenaient que le nom du camp incarnait les idéaux les plus élevés de leur service. Bâtir pour soutenir la mission et combattre lorsque la mission l'exigeait.
Les deux récipiendaires de la Medal of Honor issus de la bataille de Dong Shawai provenaient de branches différentes et de parcours très distincts, mais leurs actions étaient unies par les mêmes valeurs fondamentales, le courage, l'abnégation et le sens du devoir. Williams, ancien soldat du rang devenu officier et membre des forces spéciales, incarnait les meilleures traditions de la guerre non conventionnelle de l'armée américaine. Shields, mécanicien de construction devenu combattant par nécessité, représentait l'héritage fier des Seabee, des bâtisseurs capables de se battre lorsque les circonstances l'imposent. Ensemble, leur parcours illustrait ce qui faisait la force de l'armée américaine, la capacité d'hommes ordinaires à accomplir des actes extraordinaires lorsque leur pays et leurs camarades avaient besoin d'eux. D'autres distinctions furent également décernées à la suite de la bataille de Dong Shawai. Le LTJG Frank Peterlin et EOCC Johnny McCulley reçurent chacun la Silver Star pour leur conduite au combat et leur évasion réussie après la chute de leur position. Plusieurs bérets verts se virent attribuer des Bronze Stars avec dispositif VB, des chiffres V pour bravoure. Le capitaine Bill Stokes, blessé dès le début de la bataille mais ayant continué à conseiller et à diriger malgré ses blessures, fut officiellement reconnu pour son leadership. Le sergent-chef James Taylor Jr., le médecin des forces spéciales qui avait contribué à l'évacuation des blessés tout au long des combats, reçut une Bronze Star pour son dévouement à sauver des vies dans des conditions extrêmes. L'ensemble de l'équipe CB 1104 reçut la Navy Unit Commendation, une distinction collective saluant non pas un individu mais un groupe ayant agi comme une unité soudée. Cette reconnaissance était pleinement méritée. Les CB avaient armé combattu comme une équipe, se soutenant mutuellement et opérant aux côtés des forces spéciales avec une coordination exemplaire. La citation de cette décoration détaillait leur contribution à la défense du camp et rappelait le prix payé. 2 tués et 6 blessés sur 9 hommes présents lors de la bataille. Un taux de perte qui disait tout de la violence des combats et du courage de ceux qui y avaient survécu. Ces décorations et cérémonies remplissaient plusieurs fonctions essentielles. Elles offraient une forme de consolation aux familles endeuillées en reconnaissant officiellement que leur perte avait un sens et n'était pas passée inaperçue. Elles servaient aussi d'exemple et d'inspiration pour les autres militaires, montrant que la bravoure serait reconnue et honorée. Elles constituaient enfin des archives officielles, garantissant que la bataille de Dong Shawai serait conservée dans la mémoire collective et étudiée par les générations futures. Les médailles étaient des symboles, mais des symboles d'un poids immense pour tous ceux liés à la profession des armes. Pour Charles Williams, la vie après la Medal of Honor fut complexe. Il resta plusieurs années dans l'armée, continuant à servir avec distinction, tout en étant conscient que la plus haute décoration nationale le plaçait désormais à part. Certains camarades le traitaient avec un respect presque excessif, parfois gênant, comme s'il était devenu un homme différent de celui qu'il avait été avant Dong Shawai. Il donna des conférences, accorda des entretiens, rencontra des groupes de soldats désireux d'entendre son témoignage. Williams assuma ses responsabilités avec la même sobriété professionnelle que celle dont il avait fait preuve au combat, sans jamais rechercher la lumière, mais en acceptant cette exposition comme un prolongement de son devoir. Au fil des décennies, il expliqua souvent ce que la Medal of Honor représentait réellement pour lui. Il répétait inlassablement qu'elle symbolisait le courage de tous les hommes ayant combattu à Dong Shawai et non ses seuls actes. Il parlait fréquemment de Marvin Shields, veillant à ce que son sacrifice ne soit jamais oublié. Williams participa à des réunions d'anciens des forces spéciales, rencontra les familles des combattants de Dong Shawai et s'efforça, jusqu'à la fin, de garantir que l'histoire de la bataille soit transmise fidèlement. Non comme une légende embellie, mais comme le témoignage authentique de ce que des hommes ordinaires avaient enduré et accompli ensemble. Il savait qu'en tant que l'un des rares survivants décorés de la Medal of Honor, il portait une responsabilité particulière, raconter ce qui s'était réellement passé cette nuit-là de juin 1965. Une responsabilité qu'il assuma avec sérieux jusqu'à la fin de sa vie. La bataille de Dong Shawai ne s'était pas déroulée dans un vide stratégique. Elle s'inscrivait dans le cadre plus large de l'offensive d'été nord-vietnamienne et Viet Cong de 1965, une campagne coordonnée visant à infliger un maximum de pertes aux forces sud-vietnamiennes et à démontrer que le gouvernement de Saigon ne pouvait survivre sans une intervention américaine massive.
Tout au long des mois de mai, juin et jusqu'en juillet 1965, les forces communistes lancèrent des attaques à travers tout le Sud-Vietnam. Elles frappèrent des capitales de district, des unités de l'ARVN et des installations américaines. Dong Xoai fut simplement l'attaque la plus spectaculaire et la plus coûteuse, celle qui attira le plus l'attention et dont les conséquences stratégiques furent les plus profondes. Le schéma de cette offensive estivale était clair et répétitif. Des assauts concentrés, menés par de grandes unités Viet-Cong ou nord-vietnamiennes, destinées à submerger les défenses locales avant l'arrivée de renforts. Dans certains cas, ces attaques réussirent pleinement. Des unités entières de l'ARVN furent détruites, des capitales de districts brièvement occupées. Dans d'autres, comme à Dong Xoai, l'ennemi infligea des pertes terribles sans parvenir à une victoire totale. Mais l'enseignement commun à toutes ces formes des offensives consisterait était sans ambiguïté. L'ennemi avait franchi un seuil. Il était désormais capable de concentrer des forces importantes, de conduire des opérations complexes et de soutenir un niveau d'intensité de combat bien supérieur à ce que les planificateurs américains avaient anticipé à ce stade de la guerre. La réponse américaine à cette offensive fut une accélération brutale du déploiement de forces terrestres. En juillet 1965, le président Johnson autorisa l'envoi de renforts supplémentaires qui porteraient les effectifs américains au Vietnam à plus de 100 000 hommes avant la fin de l'année. Ce fut le véritable point de bascule, le moment où la guerre du Vietnam devint une guerre américaine, et non plus un conflit sud-vietnamien simplement appuyé par les États-Unis. La première division de cavalerie aéromobile, la 166e brigade aéroportée, des unités de Marines et d'autres formations de combat commencèrent à affluer au Vietnam dans des volumes qui auraient paru impensables quelques mois plus tôt. Parallèlement, la doctrine américaine prenait forme. Le général Westmoreland développa une stratégie d'attrition fondée sur la puissance de feu et la mobilité américaine. Localiser, fixer et détruire l'ennemi plus rapidement qu'il ne pouvait être remplacé. L'idée centrale était que les États-Unis pouvaient infliger des pertes à un rythme tel que le nord de Vietnam finirait par négocier. Les opérations se concentreraient sur des missions de search and destroy, utilisant l'hélicoptère pour insérer rapidement des troupes dans des zones suspectées d'abriter l'ennemi, engager le combat puis se replier avant que celui-ci ne puisse concentrer des forces supérieures. Une approche qui reposait largement sur les enseignements tirés de batailles comme Dong Xoai, notamment sur l'importance cruciale de la mobilité aérienne et de l'appui-feu. La 118e compagnie d'aviation se retrouva en première ligne de cette nouvelle phase de la guerre. Son expérience à Dong Xoai en avait fait l'une des unités d'hélicoptères les plus respectées du Vietnam, et elle fut sollicitée sans cesse pour les missions les plus difficiles. Elle participa à l'opération Attleboro en 1966, l'une des plus vastes opérations américaines jusqu'alors. Elle joua un rôle majeur dans l'opération Cedar Falls au début de 1967, vaste effort visant à nettoyer le triangle de fer près de Saigon. Lorsque l'opération Junction City fut lancée en février 1967, la plus grande opération américaine de toute la guerre, la 118e était là, déposant des troupes, assurant l'appui-feu, volant sans relâche. À travers toutes ces opérations, les leçons de Dong Xoai restaient omniprésentes. L'importance de neutraliser les tirs ennemis avant tout atterrissage, la nécessité d'un appui aérien réactif et continu, la valeur de mitrailleurs de sabord expérimentés capables d'engager des cibles pendant que l'appareil restait en mouvement. Toutes ces règles tactiques avaient été apprises ou douloureusement confirmées durant cette nuit de juin 1965. La devise de la 118e, « It shall be done », devint célèbre dans toute la communauté de l'aviation de l'armée. Quand des commandants au sol avaient besoin d'hélicoptères pour voler dans les situations les plus dangereuses, quand la météo était mauvaise, quand la zone d'atterrissage était sous le feu, quand la mission semblait impossible, ils appelaient la 118e, et la 118e répondait toujours. L'offensive du Tet en janvier et février 1968 replongea la 118e dans des combats intenses et prolongés. Les attaques coordonnées à travers tout le Sud-Vietnam incluaient des assauts contre de grandes villes et des bases majeures, nécessitant un appui héliporté constant pour être contenu. La 118e vola sans relâche pour défendre Bien Hoa, Long Binh et Saigon elle-même. Ces appareils étaient presque constamment en l'air, évacuant des blessés, déposant des renforts, fournissant un appui-feu vital.
À bien des égards, tout ce que la 118e fit durant ces années-là portait encore l'empreinte de Dong Xuai. Une nuit où l'armée américaine avait appris, dans le sang et le feu, ce que cette guerre allait vraiment exiger. La bataille de Loc Ninh en octobre 1967 avait déjà donné un avant-goût du type de combat que l'offensive du Tet allait imposer, et la performance de la 118e compagnie d'aviation lors de cet affrontement avait, une fois de plus, confirmé sa valeur. Les actes d'héroïsme individuel y furent monnaie courante. Des mitrailleurs de sabord sautant de leurs appareils pour secourir des équipages abattus, des pilotes continuant à voler avec des hélicoptères qui, en temps normal, auraient dû être cloués au sol en raison des dégâts subis. Pour la communauté des forces spéciales, Dong Xuai entraîna des changements profonds dans la manière dont les camps ont été conçus et défendus. Les fortifications furent renforcées, réseaux de bunkers, plus étendu, système de communication amélioré, position défensive repensée à la lumière des failles mises en évidence par la bataille. Le concept de 2 compounds séparés, comme à Dong Xuai, fut progressivement abandonné au profit de positions concentrées, capables de se soutenir mutuellement. Des plans d'évacuation d'urgence furent élaborés, répétés, intégrés à l'entraînement courant. Les forces spéciales n'oublièrent jamais qu'aucune défense, aussi solide soit-elle, n'était invulnérable face à un ennemi déterminé, disposant du nombre et de la puissance de feu nécessaires. Mais l'héritage de Dong Xuai dépassa largement les seules leçons tactiques et opérationnelles. Il influença durablement la manière dont les Américains percevaient la guerre et l'adversaire qu'ils affrontaient. Le Viet Cong ne fut plus considéré comme un simple mouvement de guérilla opérant dans l'ombre. Il fut reconnu pour ce qu'il était devenu. Une force de soldats professionnels capable de mener des opérations complexes avec discipline et compétence. Cette prise de conscience modifia les estimations du renseignement, la planification des opérations et, à terme, l'ampleur des ressources engagées dans le conflit. Comprendre que l'ennemi était bien plus redoutable que prévu contribua directement à l'escalade de l'engagement américain et façonna la conduite de la guerre pendant des années. L'un des effets les plus profonds, et souvent les plus ignorés, de Dong Xuai se fit sentir auprès des familles des hommes qui y avaient combattu. Épouses, enfants, parents et frères ou sœurs des Américains tués ou blessés durent d'y faire face à des pertes dévastatrices sur le plan intime, dans le contexte d'une guerre de plus en plus contestée sur le sol américain. Pour eux, il n'existait pas de récit simple fait de gloire et de victoire. Leurs proches s'étaient battus, avaient été blessés ou étaient morts dans une bataille dont la plupart des Américains n'avaient jamais entendu parler. Alors même que le sens de la guerre était de plus en plus remis en question, ces familles durent trouver seules une signification à leur sacrifice. Joan Shields et sa fille Barbara affrontèrent cette épreuve avec une dignité remarquable. Elles devinrent des voix actives pour la reconnaissance du rôle des Seabees dans le combat, veillant à ce que le sacrifice de Marvin ne soit pas effacé à mesure que la guerre se prolongeait et que l'attention publique se déplaçait vers d'autres drames. Elles participèrent à des cérémonies, accordèrent des entretiens et conservèrent des liens étroits avec d'autres familles de Seabees. Joan ne se remaria jamais, choisissant d'honorer la mémoire de Marvin par une vie consacrée au service et à la transmission de son histoire. Barbara grandit avec le poids d'être la fille d'un récipiendaire de la Medal of Honor, une distinction porteuse à la fois de fierté et de douleur, alors qu'elle tentait de comprendre un père qu'elle avait à peine connu. La guerre du Vietnam se poursuivit encore pendant près d'une décennie après Dong Xuai, coûtant la vie à des milliers d'Américains et à des centaines de milliers de Vietnamiens. Le conflit s'étendit, s'intensifia, avant de s'achever finalement par le retrait et la défaite. Pourtant, la bataille de Dong Xuai demeura l'un des tournants majeurs, ces moments précis où la trajectoire d'une guerre bascule. Elle démontra l'insuffisance de la mission de conseil. Elle accéléra le déploiement de forces de combat américaines. Elle transmit des leçons tactiques et opérationnelles durables. Et elle révéla des actes de courage incarnant le meilleur des traditions militaires américaines, même au cœur d'une guerre devenue synonyme de controverse et de division. Plus d'un demi-siècle après les combats, l'héritage de Dong Xuai continue de résonner.
La bataille a été étudiée dans les écoles militaires, analysée dans les collèges d'état-major et examinée par les historiens cherchant à comprendre les débuts de l'escalade américaine au Vietnam, les décisions prises de sous pression, les détails tactiques du combat, le courage d'hommes ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires, tout cela demeure pertinent pour les professionnels cherchant à comprendre le commandement au combat et les actions de petites unités. Dong Xuai n'est plus seulement une bataille de 1965. C'est devenu une étude de cas sur le courage, une leçon sur le brouillard de la guerre et un mémorial pour ceux qui y ont combattu et sont tombés. La 118e compagnie d'aviation poursuivit son service au Vietnam jusqu'en 1972, accumulant un palmarès qui en fit l'une des unités d'hélicoptères les plus décorées de toute l'histoire de l'aviation de l'armée américaine. Elle participa à pratiquement toutes les grandes opérations menées dans la zone du 3e corps, portant avec elle jusqu'au dernier jour l'héritage forgé dans le feu et le sang de Dong Xuai. Des premiers combats de la phase d'escalade jusqu'aux affrontements d'une violence extrême de l'offensive du Tet, et bien au-delà, l'histoire de la 118e compagnie d'aviation est jalonnée de récits d'héroïsme et de sacrifices. Des missions menées contre toute logique, des équipages qui refusèrent d'abandonner des soldats au sol, quel qu'en soit le danger ou le prix personnel. Mais lorsque les vétérans de la 118e se retrouvent aujourd'hui lors de réunions et de commémorations, Dong Xuai demeure le point de référence. La bataille fondatrice, celle qui les mit à l'épreuve très tôt et prouva, sans ambiguïté, qu'ils possédaient ce qu'il fallait pour survivre et réussir dans l'environnement le plus hostile imaginable. Un hélicoptère UH-1D, peint aux couleurs du 2e peloton de la 118e compagnie d'aviation, est aujourd'hui exposé au VFW Post 7991 de Dunelon, en Floride. Il est dédié aux hommes tués ou portés disparus à Dong Xuai en 1965. C'est un rappel saisissant de ce qui fut perdu et de ce qui fut accompli. Cet appareil n'a pas réellement combattu à Dong Xuai, mais sa présence est avant tout symbolique. Il permet aux vétérans comme aux civils de voir le type de machine qui s'est posée sous le feu ce jour-là, de mesurer la fragilité de ces hélicoptères, et le courage immense des hommes qui les pilotaient. Au American Freedom Museum de Bullard, au Texas, un autre huet préservé remplit une fonction similaire. Peint aux couleurs de Bandit 2, il rend hommage aux aviateurs de l'armée américaine qui, durant la guerre du Vietnam, volèrent inlassablement vers le danger, encore et encore. Pour la communauté des forces spéciales, Dong Xuai demeure un chapitre essentiel de son histoire. La bataille mit en lumière les forces comme les limites de la mission des bérets verts au Vietnam. Elle démontra que de petites équipes américaines hautement entraînées pouvaient travailler efficacement avec des forces indigènes et créer des unités capables de tenir tête à un ennemi supérieur en nombre. Mais elle montra aussi que ces camps restaient vulnérables aux attaques de grande ampleur et que la mission de conseil comportait des risques irréductibles, quelle que soit la qualité de l'entraînement ou la solidité des fortifications. Les bérets verts honorent leur mort de Dong Xuai dans des mémoriaux à travers les États-Unis, et la bataille est enseignée comme un jalon fondamental de l'histoire des forces spéciales. La communauté des Seabee de la Navy n'a, elle, jamais oublié Marvin Shields. Seul Seabee à avoir reçu la Medal of Honor dans toute l'histoire militaire américaine, il occupe une place unique dans leur mémoire collective. Son histoire est racontée à chaque nouvelle promotion, afin que chaque génération comprenne réellement ce que signifie leur devise « We build, we fight ». Le fait que Shields ait été mécanicien de construction et non soldat d'infanterie ou spécialiste du combat rend son sacrifice d'autant plus marquant. C'était un homme ordinaire, confronté à des circonstances extraordinaires et qui s'y montra à la hauteur, incarnant ce que les Seabee représentent de meilleur. Sa guitare, qu'il avait emportée au Vietnam et dont il jouait le soir avant la bataille, a été conservée comme objet de mémoire. Un symbole poignant rappelant l'homme derrière le héros. Au Vietnam, en revanche, Dong Xuai est rappelé autrement. Pour ceux qui ont vécu la guerre, en particulier les habitants de la région, la bataille fut une catastrophe qui détruisit leur ville et tua ou déplaça des milliers de personnes. La capitale de district, leur foyer, fut réduite à l'état de ruine. De nombreuses familles ne se remirent jamais des pertes subies. Dans la période d'après-guerre, le combat fut commémoré par le gouvernement vietnamien comme une victoire contre l'impérialisme américain, même si les lourdes pertes vietnamiennes, toutes factions confondues, furent évoquées de manière bien plus discrète.
Les cicatrices physiques ont depuis longtemps disparu, remplacées par de nouvelles constructions, mais les souvenirs demeurent pour ceux qui ont vécu ces événements. Pour les vétérans américains, le passage du temps n'a en rien atténué l'intensité de leurs souvenirs. Ceux qui ont survécu à Dong Shuai portent cette nuit avec eux à jamais. Les sons, les images, les odeurs sont gravés dans leur esprit avec une netteté que les années ne peuvent effacer. Certains ont lutté contre le stress post-traumatique, affrontant la culpabilité du survivant et le poids psychologique d'un combat d'une telle violence. D'autres ont trouvé des chemins de reconstruction, en aidant d'autres vétérans, en racontant l'histoire pour maintenir vivante la mémoire des camarades tombés et en entretenant les liens indéfectibles forgés au combat. Charles Williams demeura engagé auprès des associations de vétérans et dans les commémorations de la bataille de Dong Shuai jusqu'à sa mort, en 2022. Il ne rechercha jamais la gloire ni l'attention. Mais il savait qu'en tant que récipiendaire de la Medal of Honor et survivant emblématique de la bataille, il avait un devoir: veiller à ce que l'histoire soit racontée fidèlement et à ce que tous les hommes qui avaient combattu là-bas soient honorés. Il participa à d'innombrables cérémonies, intervint dans des écoles militaires, rencontra les familles de ceux qui étaient tombés à Dong Shuai. Sa détermination à rendre hommage à ses camarades ne faiblit jamais. Sa disparition marqua la fin d'une époque pour ceux qui avaient vécu la bataille de leurs propres yeux, mais non la fin de son héritage. Les familles de ceux qui sont tombés à Dong Shuai entretiennent une relation intime et souvent douloureuse avec cette bataille. Pour elles, il ne s'agit ni d'une étude tactique, ni d'un épisode d'histoire militaire. C'est l'instant précis où leur vie a basculé, le moment où elles ont perdu un père, un mari, un fils ou un frère. Certaines ont trouvé un sens à cette perte dans la reconnaissance que leurs proches sont morts en héros, en se battant pour leurs camarades et pour leur pays. D'autres ont vécu, et vivent encore, avec la colère et le doute, se demandant si ce sacrifice en valait la peine au regard de l'issue finale de la guerre. Il n'existe aucun récit unique capable d'englober toutes ces expériences. Aucune histoire simple ne peut réellement donner un sens à une perte d'une telle ampleur. Les enseignements de Dong Shuai dépassent largement le cadre strictement militaire. La bataille a montré à quelle vitesse une situation peut dégénérer, comment une mission de conseil peut se transformer en combat à grande échelle et comment des objectifs limités peuvent conduire à des engagements massifs. Ces leçons ne concernent pas uniquement les planificateurs militaires, mais aussi les décideurs politiques chargés de déterminer quand et comment engager des forces armées à l'étranger. Dong Shuai rappelle que, dès lors que des soldats sont engagés au combat, la situation acquiert une dynamique propre et que les calculs stratégiques initiaux peuvent rapidement perdre toute pertinence. C'est un avertissement sur les dangers de la guerre limitée et sur la difficulté de combattre un ennemi sur son propre terrain. Au fil des années, de nombreux livres, articles et documentaires ont analysé Dong Shuai sous des angles variés. Des historiens ont étudié les décisions prises par les commandements des deux camps. Des analystes militaires ont examiné les tactiques Viet Cong et les mesures défensives américaines. Des journalistes ont recueilli les témoignages de survivants et de familles endeuillées, reconstituant les histoires humaines cachées derrière les chiffres. Chacune de ces contributions permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et pourquoi cela comptait. Si la bataille continue de susciter l'intérêt, c'est parce que les questions qu'elle soulève demeurent universelles. Le courage, le commandement, la nature même de la guerre. Lors des anniversaires, en particulier lors des dates symboliques, comme le 50e anniversaire en 2015, des cérémonies ont été organisées pour honorer ceux qui ont combattu et sont morts à Dong Shuai. Ces commémorations rassemblent vétérans, familles, responsables militaires et historiens. Elles mêlent discours, honneurs militaires et instants de silence, offrant un espace pour mesurer le coût humain de la guerre. Ces rassemblements remplissent de plusieurs fonctions essentielles. Ils offrent une forme d'apaisement à ceux qui en ont besoin, transmettent l'histoire aux générations plus jeunes et garantissent que les sacrifices consentis à Dong Shuai ne sombrent pas dans l'oubli à mesure que le temps passe. Le lieu même de la bataille, dans le district de Dong Shuai, province de Phuoc Long, a profondément changé depuis 1965. Le développement moderne a transformé la région et il ne subsiste presque aucune trace visible des combats. Les fortifications ont disparu, les bâtiments détruits ont été remplacés, et le paysage a été remodelé par des décennies de paix et de croissance. Pourtant, pour ceux qui ont combattu là-bas, la géographie reste figée dans leur mémoire telle qu'elle était cette nuit de juin.
L'agencement du camp, l'emplacement des bunkers, les espaces ouverts entre les bâtiments où des hommes sont tombés, tout demeure gravé avec une précision que le temps n'a pas effacée. L'histoire de Dong Shuai est, au fond, une histoire d'êtres humains ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Elle parle de jeunes Américains volontaires, poussés jusqu'aux limites de l'endurance humaine. Elle raconte le courage des combattants montagnards ayant combattu aux côtés des Américains avec loyauté. Elle évoque les soldats sud-vietnamiens défendant leur terre face à un adversaire déterminé et compétent. Elle met en lumière les pilotes et mécaniciens d'hélicoptères volant vers l'enfer pour sauver leurs camarades. Et elle reconnaît aussi un ennemi discipliné et efficace, capable d'atteindre nombre de ses objectifs, malgré de lourdes pertes. À mesure que les décennies passent et que le nombre de survivants de Dong Shuai diminue, la responsabilité de ce souvenir incombe aux nouvelles générations. Historiens militaires, étudiants des conflits et tous ceux qui cherchent à comprendre le courage sous le feu continueront d'étudier cette bataille. Les leçons qu'elle enseigne sur le leadership, le brouillard de la guerre, l'importance de l'entraînement et du moral, les capacités nécessaires pour survivre à un combat intense, restent pertinentes, quelle que soit l'époque ou le théâtre du prochain conflit. Dong Shuai est plus qu'un événement historique, c'est un maître, un mémorial et un témoignage de ce que des soldats peuvent endurer lorsqu'ils n'ont plus d'autre choix que de se battre. Les deux récipiendaires de la Medal of Honor issue de la bataille, Charles Williams et Marvin Shields, incarnent des facettes différentes de l'expérience militaire américaine, mais sont unis par un même fil conducteur, le service désintéressé. Williams, qui survécut à ses blessures et vécut assez longtemps pour raconter l'histoire, porta pendant plus d'un demi-siècle le poids de représenter tous ceux qui avaient combattu à Dong Shuai. Shields, mort de ses blessures, mais demeuré courageux et lumineux jusqu'au dernier instant, incarna le sacrifice ultime, cette volonté de tout donner pour ses camarades et pour la mission. Ensemble, leur parcours résume l'essence même de la bataille. Non pas une affaire de tactique, de stratégie ou de décision politique, mais des êtres humains accomplissant leur devoir dans les circonstances les plus éprouvantes que l'on puisse imaginer. La bataille de Dong Shuai fut l'un des centaines d'engagements de la guerre du Vietnam, mais elle occupe une place singulière dans l'histoire militaire par ce qu'elle représenta et par ce qu'elle annonça. Elle se déroula à l'aube de l'escalade majeure de l'engagement américain, en fut à la fois le catalyseur et l'avant-goût. Elle révéla le courage des soldats américains tout en mettant en lumière les épreuves qui les attendaient dans les années à venir. Elle fit naître des héros dont les actes inspirèrent leurs camarades et dont les sacrifices furent reconnus par les plus hautes distinctions de la nation. Plus d'un demi-siècle plus tard, elle demeure un rappel puissant du prix de la guerre et de la bravoure de ceux qui la font. En nous souvenant de Dong Shuai, nous n'honorons pas seulement ceux qui étaient présents cette nuit-là, mais tous ceux qui ont servi au combat. Nous reconnaissons que les qualités démontrées à Dong Shuai, le courage, le commandement, la loyauté et le sacrifice, sont des vertus militaires intemporelles qui transcendent tout conflit particulier. Nous rendons hommage aux familles qui ont payé le prix du service de leurs proches, qui ont porté le deuil et la douleur tout en soutenant la mission et en honorant la mémoire des disparus. Et nous affirmons notre engagement à ce que les leçons de bataille, comme Dong Shuai, ne soient jamais oubliées, afin que les générations futures de chefs militaires et de décideurs politiques comprennent ce que l'on exige réellement des soldats lorsqu'on les engage au combat. La nuit où la jungle brûla à Dong Xoai, lorsque près de 2000 combattants Viet Cong lancèrent l'assaut contre un camp défendu par une poignée d'Américains et leurs alliés locaux, donna naissance à 14 heures de combat qui changèrent le cours d'une guerre. Du premier bombardement de mortier à 23h30, le 9 juin 1965, à la résistance désespérée dans le bâtiment du quartier général du district, jusqu'au sauvetage aérien dramatique de l'après-midi du 10 juin, puis aux opérations de secours chaotiques qui suivirent, la bataille de Dong Shuai fut un creuset qui mit à l'épreuve tous ceux qui y furent mêlés. Certains n'en sortirent pas vivants, d'autres en furent transformés à jamais. Mais tous ceux qui combattirent là, en Pranayala, qu'ils aient reçu des décorations ou non, qu'ils aient survécu ou non, que leur nom soit encore connu ou tombé dans l'oubli, ont gagné leur place dans l'histoire glorieuse des armes américaines et dans le récit d'une guerre qui marqua toute une génération.